Bonjour tout le monde, merci de nous accueillir chez vous. On regarde Antistatique, l'émission. C'est la 4e émission qu'on monte ensemble et aujourd'hui sur notre plateau, on va parler entrepreneuriat. Donc on a fait des petites requêtes sur Google pour regarder ce qu'était l'entrepreneuriat. Et donc on a là, en ordre d'apparence, les requêtes les plus significatives, en tous les cas celles les plus recherchées par l'internaute. Donc on a, c'est quoi un entrepreneur ? Comment se lancer dans l'entrepreneuriat ? Pourquoi entreprendre ? Pourquoi entreprendre est-il une opportunité ? Entreprendre au féminin ? Quelles sont les formes d'entrepreneuriat ? Quel est le but de l'entrepreneuriat ? Toutes ces questions, on va les balayer, mais moi je voulais quand même attirer votre attention sur une chose, c'est qu'il y a aussi ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on a assez peu de requêtes finalement autour du monde de l'entrepreneur sur Google. On a par contre beaucoup de vidéos YouTube sur le mindset du dirigeant, devenir le winner, devenir la personne qui défonce tout, qui gagne du fric. Alors ça, on en a vu des tonnes et des tonnes. Donc nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui ont du mindset, qui ont du mental, mais qui ne sont pas dans cette logique dollar, business à gogo. En tous les cas, peut-être, je vous le souhaite, mais en tous les cas, ce n'est pas pour ça qu'on vous a réunis sur le plateau. Donc j'ai la chance d'avoir avec nous Christelle Georget, qui fut directrice marketing d'une grosse boîte dans un job board. Et puis, parcours de vie faisant, elle finalement s'est retrouvée à monter une société, une start-up qui s'appelle entreartisans.com, donc qui est vraiment aux prémices de la création de sa société, et je vous en parlerai. Nous avons Raphaël Guillen qui est radiologue à Pontchaillou. Pour ceux qui sont sur Rennes, vous connaissez l'hôpital de Pontchaillou, et qui il y a 7-8 ans, c'est ça, 7 ans, 2015, 2013 ? Oui, en 2015. 2015 a monté une société de e-learning pour diffuser ses contenus et continuer à faire de la formation, mais sous un modèle différent. Nous avons Merwan El Attar qui est le jeune de la bande. Jeune, on a 2 jeunes entrepreneurs, mais qui vient juste là, il y a quelques semaines, d'annoncer qu'il se mettait à son compte en tant que freelance en marketing, web marketing, dans le sens... voilà. Et qui fait partie de la bande, vous le connaissez, parce qu'il fait partie de la bande quand même d'Antistatique. Et on a la chance d'avoir été rejoint par Joël Chéritel, et ça me fait extrêmement plaisir parce que Joël est un monsieur que j'ai croisé à de nombreuses fois et qui est un grand chef d'entreprise rennais, qui est aussi un homme engagé auprès du MEDEF, et tu as toujours eu beaucoup de gentillesse, de délicatesse et d'attention pour des gens qui étaient des petits entrepreneurs comme moi, ou des gens qui n'étaient pas forcément avec des gros groupes et très brillants. Alors on est hyper brillants, mais pas brillants, voilà. Et tu as toujours été adorable, et au mois de janvier, tu m'as dit, Hélène, si je peux t'aider en quoi que ce soit. Et on t'a dit, on fait une émission un peu folle avec des copains. Est-ce que tu veux bien nous rejoindre ? Et t'as dit banco. Donc merci beaucoup, Joël. Merci, Hélène. Voilà, donc c'est bon, c'est terminé. Donc les premières questions sur l'entrepreneuriat, Arnaud. Alors, on peut reprendre peut-être les questions Google, puisque c'est les premières qui sont arrivées quand on a fait la recherche. Ouais. C'est quoi un entrepreneur ? Alors, une entrepreneuse, il n'y a pas trop. Et une entrepreneure, il n'y a pas. Est-ce que ça se dit entrepreneuse ? On ne sait pas, on s'en fout, ça se fait. Ouais. Moi, je dis entrepreneur, oui, c'est vrai. Tu dis que tu es un entrepreneur, toi ? Entrepreneur, ouais. Ou une entrepreneur ? Une entrepreneur. Ah oui, quand même. Une, oui, bien sûr. Et c'est quoi alors ? On peut interroger l'Académie française sur des questions comme ça. Carrément, quand ils ne se sont pas prononcés, je pense qu'ils le feront. Ouais. Et je pense qu'une entrepreneur, c'est sûrement très bien. Okay. Entrepreneuse, il y a une connotation. Ah, ouais. Ouais. Ah oui. J'y ai pas pensé. Ah oui. Ouais. Entrepreneur. Et donc c'est quoi une ou un entrepreneur pour vous ? On commence large. Ouais, c'est large. Ouais, ou comment par exemple, toi, comment tu t'es mis ? Parce que tu avais un poste, tu avais un métier. Qu'est-ce qui s'est passé pour te dire, mais je vais aller sur une autre voie, ou c'était peut-être la même dans ton esprit ? Moi, je vois dans le salariat, parce que je le suis aussi comme une formidable opportunité de travailler en équipe, mais sur un projet très collectif, et donc nécessairement un petit peu contraint, avec un petit peu de lourdeur, avec des lignes directrices qui sont données par quelqu'un d'autre, ouais. Et puis finalement on est un petit peu exécutant. Et ça, c'est très satisfaisant, le travail en équipe. Il y a tout un tas de points très positifs à ça. Simplement, je m'y suis trouvé personnellement un peu à l'étroit, et j'ai eu envie effectivement en 2015 de définir un espace dans lequel je serais probablement plus autonome, plus agile, plus rapide,
pour exprimer une envie et adresser finalement un modèle que j'avais défini. Moi, je suis parti vraiment d'un modèle de me dire, voilà, il y a quelque chose à faire, il y a un besoin, et je vais adresser ce besoin. Et là, effectivement, entreprendre et devenir entrepreneur est une opportunité. On gagne cette liberté, finalement. Voilà, sans que ça soit en contradiction avec le modèle salarié que j'ai eu par ailleurs. Ah non, parce que tu combines les choses, toi. Et moi, j'ai la chance de pouvoir les combiner. Alors, ça fait des semaines assez longues, mais voilà, j'ai la satisfaction des deux côtés. Ouais, moi je te rejoins sur ce que tu disais sur le salariat. Moi je trouve que c'est ultra intéressant en fait, de travailler en équipe. Et en fait, on apprend énormément de choses, vu qu'il y a différents profils, donc ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Et je te rejoins sur le fait que des fois, on peut se sortir un peu à l'étroit. C'est certainement l'envie d'aller plus vite, de liberté, qui est certainement on va dire, boostée par de la passion. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Donc je trouvais ça très intéressant et je te rejoins complètement là-dessus, totalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, sur cette différence-là, le fait de... Joël, t'étais un chef d'entreprise d'une grosse entreprise, parce que 170-200 personnes, donc... Oui. Pour toi, le collectif, c'est pas très gros pour autant. Alors, non, je trouve que c'est quoi un entrepreneur ? Je pense qu'il y a beaucoup de définitions de l'entrepreneur. On peut un peu avoir chacun la sienne. On parlera sûrement de comment on est devenu entrepreneur, parce qu'il y a aussi plein de façons de le devenir. Après, il y a plein de façons de se comporter en tant qu'entrepreneur, que ce soit pour donner du sens à son entreprise ou pour poursuivre un but, y compris les plus vils que tu exprimais tout à l'heure. Mais qui sont des motivations, enfin voilà, il n'y a pas de... le plus vite possible. Mais quand on est entrepreneur, je pense qu'on est tout simplement quelque part entre des clients et puis peut-être des partenaires qui apportent une offre, qui peut être une offre de service ou un produit. On peut aussi être créateur d'un produit qu'on va commercialiser. Alors ça peut être seul, et donc on est déjà entrepreneur, parce qu'on est dans un statut qui, au regard du fisc, fait qu'on est on prélève de la TVA, bref, on est dans un système, etc., sans avoir de salariés. Mais on est déjà entrepreneur de par cette situation-là, et puis probablement quand l'entreprise se développe, on a des collaborateurs, des salariés, et là on devient un animateur ou une animatrice d'hommes et de femmes. Moi, ça m'a toujours interrogée quand je côtoie des gens. Moi, j'ai essayé d'avoir une grosse boîte, je n'ai pas réussi. Et puis finalement, le modèle que je gère, il me va hyper bien, et il me va sans doute 1000 fois mieux. Mais j'ai toujours été épatée à quel moment on se dit j'ai les épaules pour faire ça, j'ai les épaules pour me dire je vais embarquer du monde, je vais embarquer plus de monde. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit c'est ça que je veux, ou c'est la nécessité fait loi, ou c'est le projet qui t'emballe et du coup tu y vas, tu te rends... À un moment tu penses plus, ça doit se dépasser comme ça pour... Parce que moi j'ai été salariée longtemps. Et tu sais, on voit son patron, c'est toujours pas... Même si on aime son patron ou sa patronne, il y a toujours... On a chacun sa place. Et j'ai toujours été intriguée par le fait de me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment on n'a pas la trouille et qu'on continue à avancer, à grossir? Je sais pas, c'est une question... c'est une question pour moi, mais... Ouais, pour toi, oui, mais pour les autres aussi. Je pense que d'abord, un entrepreneur, ça a toujours peur. Ça ne peut jamais dire « je suis sûr de ce que je fais et je ne peux que réussir ». Le doute est toujours là. Il faut une force pour affronter ce doute, ces moments d'interrogation forts, mais je crois que ce qui est peut-être le plus important par rapport à la taille de l'entreprise, c'est pas de décider je crée mon entreprise et elle restera petite. Ça, on peut le décider. Si le marché autorise ce type de format, parce que selon le domaine d'activité où vous êtes, vous ne pouvez pas exercer en petit, vous ne pouvez que grandir, sinon le marché vous éjecte. Donc il y a des domaines d'activité où vous pouvez certainement développer une entreprise, il faut réussir à le faire, puisqu'il y a déjà en général du monde sur ce terrain, et puis il y a d'autres domaines où on peut exercer sur une structure beaucoup plus petite et décider de rester, quand on fait du conseil à l'entreprise, on peut très bien décider de rester petit, que ce soit du conseil en management, que ce soit du conseil en stratégie, mais si on est dans la com, on peut être tout petit. Oui, mais comme on peut être très gros, et c'est vrai que c'est aussi... Il y a un truc qui motive aussi à... Enfin, tout le monde n'est pas capable de devenir grand. Tu as dit un mot important, mais je pense que vous allez rebondir, c'est un entrepreneur a toujours peur. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais si je peux me permettre... Mais quelle est la force derrière? Peut-être rebondir. J'ai envie de faire la transition entre la première et la deuxième question d'Hélène, en fait, parce que pour moi, ce serait créer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de créer, de partager, de donner, et d'avancer et de grossir. Mais créer, pour moi, c'est le premier mot.
Et ensuite, on rejoint ce petit quelque chose, mais est-ce qu'on devient du jour au lendemain entrepreneur? Est-ce qu'on l'a décidé? Non, en fait. C'est au moment où on a envie de partager qu'on ressent qu'on a ça en soi. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont ça en eux, qui un jour vont sauter de la falaise, c'est mon cas. Et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout envie de prendre de risques ou d'avoir peur. Et c'est vraiment ces deux mots, c'est se créer, partager et ressentir en soi à un moment donné qu'on a envie d'aller vers les autres, on a envie d'aider, d'apporter un service, et on est prêt à prendre tout ce qu'il y a sur le chemin pour arriver au bout. Alors, on ne connaît pas encore le résultat, mais on va tout mettre en œuvre. Et je pense que certaines personnes le savent, d'autres pas. Je pense qu'on ne peut pas tous être entrepreneurs. Donc pour moi, le point de départ, ce serait ça. C'est créer et ensuite... Alors, 2 mots, toujours peur, sauter la falaise. Enfin, j'entends les... Ah oui, mais je ne l'ai pas arrêté de dire qu'à un ça moment à donné... plein de personnes et tout le monde m'a dit mais c'est trop fort. Avec un élastique quand même. Hein. Alors oui, on m'a dit aussi tu aurais pu prendre un déclaplane et tu t'envoles et on verra comment se passe ton chemin. Mais parce que j'ai été presque 1 an d'ailleurs, moi, sur le bord de la falaise, à me dire mais par où je vais? Je prends quel chemin en fait? Et moi je suis passée derrière, j'ai fait... Voilà, pouf. Et quelle est cette force Un jour, qui fait passer le cap de la peur de sauter de la falaise ou d'avoir toujours peur dans les décisions qu'on prend, ce qu'on grandit pas? C'est quoi cette force intime qui vous fait devenir créateur, qui vous fait dépasser cette peur, quoi? Une certaine confiance dans son modèle, probablement. Ouais. Quand même. Ouais. C'est probablement ça qui est un peu le déclencheur. Modèle économique, le modèle de quoi? Oui, le modèle économique de la société. C'est-à-dire, moi je crois que j'ai l'impression, c'est peut-être très restrictif, je ne suis pas un entrepreneur au sens de ma formation. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 3 choses pour faire une entreprise. 1, identifier un besoin. Et ça, quand on vient d'un métier, je trouve qu'on l'identifie très bien. Parce qu'on est en immersion dedans depuis 20 ans, on a compris ce que les gens veulent et on sait ce qui manque. Et là, on en parlait tout à l'heure, un de vos proches, Christelle, connaît très bien le secteur. Donc en fait, vous allez dans une voie qui est relativement claire. Et après, il y a un deuxième pilier, c'est la compétence. Moi, j'ai pas fait HEC. Un ami qui a fait HEC, il pourrait vendre absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va s'emparer d'un sujet, il va comprendre les besoins et il a la mécanique. Moi, je n'ai pas ça. Mais par contre, j'ai un super modèle puisque j'ai très bien identifié le besoin. Puis je crois que le 3e pilier, celui-là, je ne l'ai pas, c'est l'audace. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va assumer d'avoir une masse salariale de 170 salariés à payer tous les mois? Moi, je trouve ça dingue. Moi, 2, déjà, c'est un peu l'angoisse. 3, ça serait de l'audace. Et donc, je trouve que c'est finalement sur ces 3 piliers que repose l'entreprise. Mais pour moi, le déclencheur d'aller vers l'entrepreneuriat est clairement une confiance dans le besoin que je vais adresser et l'endroit où je vais. Puis la compétence, on la construit derrière. On va dans des réseaux, on rencontre des gens qui savent faire, on fait appel à des boîtes qui vont vous donner un regard extérieur et des orientations. Et là, c'est déjà en soi quelque chose. Hein. Et après, on voit en fonction d'où on est, si on est prêt à faire la bascule vers quelque chose de plus ambitieux, plus audacieux, on va embaucher, on va grossir. Oui, mais toi, tu es audacieux, Raphaël, parce que tu as fait un modèle de faire de la formation en ligne et tu as dit je ne renierai jamais le contenu. Donc tu as des concurrents, et confrères, tu as des confrères? Oui. Confrères, mais donc concurrents aussi. Mais tu as toujours dit, moi, mon modèle de type de formation, je le ferai de cette façon-là, parce que c'est comme ça qu'on enseigne, c'est comme ça que je dois enseigner l'innovation médicale, c'est comme ça que je veux que les gens qui consomment mes formations, tu es sur un modèle plus cher que les autres, tu fais tes formations toi-même, et en même temps, tu es tout le temps en train d'innover. Parce que tu es dans un métier d'innovation. Mais tu le fais tout le temps. Donc je vois l'audace, je ne sais pas où tu la mets, mais pour moi, tu es quelqu'un d'audacieux. Ouais, c'est une audace prudente. Une audace prudente. Ah pourquoi? Parce que c'est une audace rentable tout de suite, ou prudente financièrement? Non, mais après, effectivement, on rajoute à une bonne compréhension du besoin, une certaine créativité. Voilà, on est dans le digital, il y a plein de choses à faire pour innover, effectivement. Et développer. Après, je dirais que non, je reste quelqu'un de prudent parce que je n'ai pas l'idée d'aller vers quelque chose de volumétrique, d'aller capter des marchés, d'aller sur le marché international, etc. C'était pas mon idée première, on va dire. Et alors que dans le logiciel de beaucoup de gens formés à l'entreprise, c'est quelque chose de naturel d'aller vers une croissance importante et d'aller capter des marchés, par exemple. Voilà, toi qui as rencontré plein de chefs d'entreprise, ou entrepreneurs, on est entrepreneur quand on n'est que soi?
Oui, on peut déjà être entrepreneur quand on n'est que soi, c'est ta question. Hein. Ouais. Oui, bien sûr, parce que finalement, si on est indépendant, je crois que c'est ton cas, C'est ça, Marwan, exactement. on veut faire quelque chose, on apporte quelque chose sur un marché. Alors, si c'est une innovation, on est le premier à le faire, et auquel cas il faut créer le marché. Ça peut être très intéressant, ou ça peut aussi rater. Ouais, clairement. Si on vient sur un marché, Ça va marcher. si on vient sur un marché existant pour apporter la même chose que ce qui existe déjà, il y a peu de chances que ça marche bien, à moins que le marché ne soit en croissance forte. Auquel cas, on arrive à trouver des places nouvelles. Mais quand on vient sur un marché qui existe, il faut apporter idéalement quelque chose de nouveau, ou pratiquer ce métier avec quelque chose en plus, ou une précision, peut-être une exigence qui n'existe pas. C'était un peu mon cas. Oui, quelle était l'activité Rétis, l'histoire de la bascule? À quel moment tu es devenu dirigeant? Parce que tu as eu une période de Alors salariat déjà, aussi. je n'y avais pas pensé. C'est un accident de l'entreprise qui m'employait qui a créé finalement cette possibilité, cette opportunité. Merci. Malgré elle. Oui, j'ai eu 3 mois de réflexion parce que quand vous êtes dans une entreprise qui va mal et avec un redressement judiciaire et un premier plan social, enfin vous avez le temps un peu de réfléchir. Tu avais Moi, quoi, une quarantaine d'années à peu près à cette période-là? J'avais 38 ans. Ah oui, alors donc même pas Je pense que 40 c'est ans. d'ailleurs le bon âge pour entreprendre, même si Marwan ne les a pas, mais on peut entreprendre d'ailleurs à tout âge. Mais quand on ne s'est pas donné pour objectif d'entreprendre en sortant des études, je pense que d'avoir plusieurs expériences professionnelles, ça rassure quand même, permet de faire le point par rapport à une idée qu'on n'a pas encore peut-être mis en œuvre. Mais on peut très bien démarrer comme le fait Marwan, il n'y a aucun problème. Mais, donc la question c'était, si on est seul, oui, on est déjà entrepreneur parce que les contraintes, ok, il n'y a pas les contraintes des salariés et des salaires de la fin du mois, mais il y a déjà son propre salaire, enfin, de quoi gagner un peu sa vie. Et donc c'est la question de trouver les clients, de les facturer, enfin, ou en tout cas de signer avec eux des contrats pour un apport de valeur ajoutée ou d'un produit avec valeur ajoutée, c'est le même défi que pour l'entreprise quand elle grandit. Et toi, sur ton histoire personnelle de la bascule de salariat, comme tu dis, je n'y ai pas pensé. Donc, non, je n'y ai pas pensé. C'est effectivement les difficultés de mon entreprise qui m'ont laissé 3 mois de réflexion. Et je me suis dit, plutôt que d'attendre le deuxième plan social qui ne me concernerait probablement toujours pas, c'était une entreprise de 250 personnes qui avait plusieurs activités. Et donc la plus profitable, c'est celle que j'avais la chance d'animer. C'était une activité de quoi pour les personnes qui ne connaissent pas? C'était une activité naissante de réseau informatique. On est en 1993. Le PC, vous n'étiez pas né, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est 1981. Voilà, les premiers ordinateurs en réseau sont arrivés 85 par là. Donc en 93, on a encore l'informatique dans les entreprises, c'est surtout des gros ordinateurs de chez IBM, de chez Bull, de chez Digital Equipment, etc. Avec au bout des terminaux, souvent sans intelligence, qui servent à saisir des données dans cet ordinateur central. Ça, c'est l'informatique d'avant 1993. Et dans ces années-là, début des années 90, arrive la notion d'intelligence qui rentre dans le PC, dans ce qui n'était qu'une console sans intelligence. Le PC, donc, permet finalement d'avoir de l'intelligence, de faire du travail au niveau du seul PC. Excel existe à peine déjà, il n'y avait pas d'outils, ou quasiment pas d'outils d'application, mais la mise en réseau de ces différents petits ordinateurs avec un peu d'intelligence s'impose, et c'est comme ça qu'on voit apparaître les notions de câblage informatique structuré, les premiers équipements qui permettent de mettre en réseau ces petits ordinateurs et en même temps les gros qui existent à côté. Ben voilà, donc c'est un marché naissant. J'ai eu cette chance effectivement, moi, de démarrer mon activité dans un marché qui était en très très fort développement, qui le reste d'ailleurs, ce qui montre bien qu'un marché peut durer des dizaines d'années, quand la technologie ne cesse d'améliorer son contenu. Donc quand vous arrivez dans un marché qui est naissant, c'est beaucoup plus facile, surtout si on voit déjà qu'il est en croissance. Donc, ce que je retiens, c'est qu'en fait, il y a deux choses par rapport à ce que tu disais, c'est qu'il y a
tu croyais dans le modèle finalement du réseau de demain avec les PC et donc à faire perdurer cette entité-là de la grosse entreprise. Et en même temps, c'était pas entrepreneur pour entrepreneur, c'était croire en cette idée que finalement les gens qui étaient là pouvaient vivre de leur métier finalement. Oui, bien sûr. Devant ces difficultés de mon entreprise de l'époque, j'ai posé des questions dans mon entourage et plein de gens m'ont dit mais pourquoi tu ne te lances pas ? Et c'est comme ça, je pense que j'ai fini par structurer un projet et je suis allé voir quelques banquiers, 4 précisément, en espérant qu'au moins un me dise on est prêt à vous suivre. Et en fait les 4 m'ont dit banco. Pourtant c'était une année difficile, 93, parce que c'était déjà une année avec des difficultés. Et c'est là où j'ai commencé à chercher du boulot. Et là j'ai vu que je pouvais aussi convaincre... J'étais pas dans l'informatique. Moi aussi. Voilà, j'ai vu que je pouvais convaincre des banquiers qui ne connaissaient pas grand-chose à l'informatique en général, mais qui avaient compris comment je leur expliquais le développement de ce métier qui était en naissance en fait. Et voilà, donc j'ai démarré avec 4 banquiers alors que j'en avais pas du tout besoin. Un seul m'aurait suffi, mais quand 4 banques vous ont dit oui, vous ne pouvez pas leur dire non, j'en garde qu'une, parce que c'est pas... D'accord, donc voilà, c'est pas très élégant. Donc déjà, tu alliais la délicatesse de la relation, du réseau avec le réseau. Ce qui était marrant, c'est que quand on a réfléchi à l'émission avec Hélène, on s'est dit, le titre, ça pourrait être « Entrepreneur malgré soi ». C'est un peu ce qu'on... C'est pas une volonté, c'était une évidence quelque part. À un moment donné, il fallait le faire, puis les banques ayant dit oui, on y va. Est-ce que c'est aussi votre sentiment que c'est finalement la force des choses qui vous amène à l'entrepreneuriat, ou vous avez quand même cette fibre de dire non, je m'étais dit qu'un jour je serais entrepreneur, quel que soit le sujet? Moi, oui, c'est la force des choses. C'est venu dans un contexte particulier, une rupture avec une expérience passée, une période de transition. Et avant, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, vraiment du tout. Pourtant, j'admirais beaucoup déjà les grands entrepreneurs, les belles réussites françaises ou étrangères. Ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours aimé aussi connaître l'histoire des dirigeants, parce qu'il y a toujours l'histoire d'un homme derrière. Mais j'ai jamais pensé que moi, je pouvais franchir le pas. Et dans une période de transition, effectivement, avec des changements dans la vie professionnelle, mais aussi personnelle importants, je me suis penchée sur le sujet de mon conjoint. Et là, j'ai pris le temps, par contre, comme disait Raphaël, de connaître le marché, de me dire est-ce qu'il y a bien quelque chose derrière, parce que je saute de la falaise, mais pas non plus n'importe comment. Sans regarder ce qu'il y a derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a bien un marché? Est-ce que ça existe? Est-ce que je vais tenter de le mettre en œuvre? Mais je ne saute pas les yeux fermés non plus. Voilà. Là, c'est l'attrait du sujet. Oui. C'est-à-dire ce sujet-là, finalement, me tient à cœur. Oui, puis la conviction, c'est l'entrepreneuriat qui la conviction qu'il y a un modèle aussi. Oui, voilà, qu'il y a un modèle, qu'il y a un marché qui n'est pas adressé. Enfin, qu'il y a un besoin. Parce que toi, tu parlais de besoin aussi. Ouais. Il y a un besoin, on l'a détecté et... Ouais. Clairement, Et toi, c'est pareil, Merwan? Ouais, c'est pareil. Le besoin, je le voyais déjà, vu que je travaillais dans une agence de développement de site web. Du coup, je voyais qu'il y avait de la demande. Moi, je rejoins qu'on devient entrepreneur malgré soi. Parce que moi je suis pas du tout contre le système de travailler en salarié, enfin être salarié, etc. C'est pas quelque chose qui me dérange, loin de là, c'est quelque chose que j'apprécie. Moi l'envie elle est plus venue du fait que je pense que j'avais fait le tour par exemple sur mon poste au boulot, j'avais envie de voir d'autres choses et quand je regardais à côté des différentes fiches de poste pour pouvoir postuler, en fait je remarquais qu'il y avait rien qui me parlait. En fait, j'avais pas vraiment envie de faire ça. J'avais, je pense, une idée précise de ce que je voulais faire. Et finalement, en fait, l'entrepreneuriat, ça a été... ça rentré vite dans ma tête, parce que déjà, je vois des gens en faire autour de moi. Donc, je vois beaucoup de gens de ma génération qui se lancent en freelance. Donc, en fait, on a un peu peur, mais on se dit, si ces personnes-là ont réussi et ont réussi à le faire, pourquoi pas moi? Et en fait, au fur et à mesure, forcément, on regarde quelle offre on peut construire, on regarde qui pourraient être les potentiels clients, et à partir de ça, on commence à avancer. Et en fait, on le fait, je l'ai fait par envie, mais ça s'est fait, je pense, tout seul, automatiquement. Et j'ai trouvé ça trop cool, pour ma part, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Et Raphaël aussi? C'était par... Oui, moi je crois que ce qui a déclenché n'a pas été un dépit quelconque par rapport à ma situation d'avant. Encore une fois, complètement, on n'oppose pas l'entrepreneuriat et le salariat. C'est simplement deux fonctionnements un peu différents. Non, moi je crois que ça a été une question d'opportunité de marché, parce qu'effectivement la formation digitale, la porte s'ouvrait. À cette époque-là, c'était le début, je pense.
Et puis il y a aussi eu une opportunité technique. Moi, je pense que ce qui a déclenché, c'est l'apparition d'outils SaaS, de plateformes de formation, qui sont maintenant, il y en a énormément maintenant, il y en a plusieurs dizaines. Alors, SaaS, juste pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, c'est des outils en ligne qui sont déjà préconfigurés, on n'a plus qu'à l'adapter à notre besoin. besoin. Un besoin particulier. Et là, c'était effectivement ce qu'on appelle des Learning Management Systems, des LMS. Donc, effectivement, il y en a plein maintenant. C'est beaucoup utilisé par des organismes de formation comme moi, mais aussi et surtout par des grandes entreprises. Le marché du LMS, c'est les entreprises du CAC 40 qui veulent former de façon égale et rapide des milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes. Donc ça, c'est apparu en France en 2013. Et c'est arrivé à maturité assez rapidement, puis maintenant ça se développe, il y a une concurrence d'ailleurs qui est importante sur le marché. Donc ça c'était là, et alors ça moi j'ai trouvé que c'était un super joujou. C'était quelque chose dont j'allais pouvoir m'emparer, et de façon autonome. On n'était plus comme dans les années 2000, où il fallait embaucher des développeurs pour fabriquer son propre outil, le faire évoluer, c'était lourd, c'était coûteux. Là vous dépensez 0 €, vous prenez cette plateforme, vous mettez votre contenu, et puis ensuite vous voyez ce qui se passe. Et donc ça, pour moi, il y a eu une opportunité, on va dire technologique aussi, qui a été un déclencheur important, je crois. Donc ça veut dire que tu étais toujours à l'affût de ça? C'est que tu étais toujours en veille sur ces parties-là, alors que tu es médecin quand même? Oui, mais ça, je pense que tu disais que j'aimais bien innover. Effectivement, sur ça, je suis en veille sur ces outils, à la fois en termes d'outils de formation et puis peut-être un peu de marketing aussi. Et puis, ce que tu me disais aussi, parce que je n'avais même pas appréhendé, c'est vrai qu'un radiologue, il travaille avec des outils extrêmement sophistiqués. Oui, on est en bout de chaîne. On est en bout de chaîne pour lire les images. C'est-à-dire que nous, on fait du diagnostic. Toute la partie physique, elle s'est énormément complexifiée aussi. Les radiologues maîtrisent les grandes lignes du fonctionnement physique de ces outils qu'on a, avec les ultrasons sur l'échographie, avec les ondes électromagnétiques sur l'IRM. Mais voilà, on n'est pas non plus des grands physiciens. C'est déjà beaucoup de choses à assimiler que de faire de la médecine avec ces outils. C'est ce que tu fais, en fait. C'est ce que tu permets aux médecins de faire. Oui, et moi, c'est des technologies qui ont évolué. L'IRM, c'est les débuts de 90. L'échographie, dans mon domaine, c'est le début des années 2000. Il y a énormément de médecins qui ont une cinquantaine d'années et qui n'ont pas été formés dans leur formation initiale sur ces outils. Donc, ils ont vu arriver ces machines et puis ils ont été obligés de s'en servir. Et donc, il y a un très gros besoin, sur un plan purement médical, de monter en compétences au service des patients, pour lire des IRM de plein de choses, mais pour ce qui me concerne, des os et des articulations. Et quand on est... Le modèle, il était là. Tu es universitaire, toi. Tu es médecin universitaire aussi. Alors, l'universitaire, c'est le professeur qui a passé une thèse de sciences et qui est attaché à l'université. Moi, je ne le suis pas dans le cursus, mais j'ai une grosse appétence pour la pédagogie. Et tu es dans un environnement quand même, complètement. Le CHU, c'est quand même l'endroit où il y a les internes. Universitaire ou pas, c'est l'endroit où on forme les internes et les médecins de demain, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis toujours. Et donc j'avais cette mécanique de pédagogie, de simplification, qui permet de donner des petites clés aux gens pour aller plus vite vers un bon niveau de compétence. Et donc c'est la conjonction un petit peu tout ça, finalement, que j'ai mis en œuvre dans ce projet. Tu as identifié le besoin, oui. Le marché, ok, et puis après il y a le truc qui a fait que pourquoi pas moi. Et l'outil qui était là, je me suis dit ça y est, les choses sont alignées, on va voir. Effectivement, avec cette première année un peu angoissante où on n'a pas de salaire et puis on regarde un peu si on va probablement ou pas trouver des clients. Et ça, je pense que là, c'est le tronc commun de l'entrepreneuriat. Sachant qu'il y a les entrepreneurs qui prennent des risques parce qu'effectivement, il n'a vraiment pas de salaire. Moi, encore une fois, j'ai une activité partagée qui fait que je conservais une activité. Donc, je suis définitivement prudent. Alors après, il y a un modèle d'entrepreneur. Moi, quand j'ai monté mon entreprise, j'avais aussi le modèle économique où je pouvais bénéficier de mon chômage pour pouvoir me lancer. Là, ça a enlevé quand même. Ok, il y a le risque, mais il y a aussi on a des systèmes qui nous sécurisent. Moi, je te rejoins là-dessus parce que c'est comme ça que je me suis lancé. En fait, le fait d'avoir une sécurité, on va dire financière, ça facilite forcément le fait d'entreprendre. Même si ça a changé, il y a aussi des aides finalement quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, en tout cas en tant que micro-entreprise, on bénéficie de l'ACRE. Donc forcément, en fait, ces éléments-là, ça nous pousse à aller de l'avant et à entreprendre.
Alors tu disais que c'est intéressant, il y a l'ACRE, il y a le chômage, il y a les aides, il y a le travail à côté qui peut aider. Puis maintenant, tu as dit tout à l'heure, c'est de plus en plus, ça c'est facilité l'entrepreneuriat maintenant. On voit autour de nous, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je veux revenir parce qu'en 93, c'était moins à la mode d'être entrepreneur. Oui, absolument. Mais ça, on peut le souligner, et je crois que c'est une très bonne chose que les choses aient évolué dans ce sens-là. Aujourd'hui, on peut effectivement se lancer déjà par un statut d'auto-entrepreneur. Il est assez récent. Ah oui, il est très Bon, on récent. ne pouvait pas. Donc il fallait rentrer dans une des cases juridiques existantes. Il n'y avait pas de pépinière où on s'essayait au développement de l'entreprise avant de se lancer directement dans le grand bain. Il n'y avait pas des structures d'assistance aux toutes petites entreprises naissantes. Je pense à des... Sans faire de publicité, mais je pense notamment au village Baïséa du Crédit Agricole. Oui, non, mais tu as raison. Mais il y en a d'autres comme ça. Ces structures-là qui prennent, on va dire, dans le deuxième âge. Incubateur, toi, t'es dans j'ai un incubateur. Hein. Ce qui a fait que j'ai été rassurée, j'avais quand même un petit cocon. Ouais. Et il y a effectivement Pôle emploi qui aujourd'hui vous conserve pendant une année, peut-être 2 années, je ne sais plus. Tu as 2 ans. 2 ans. 2 ans. À condition d'être éligible aux allocations Pôle emploi. Aux allocations. Ah oui, bah, si tu as cotisé Pôle emploi, le quota que tu as cotisé, c'est ton assurance. Hein, donc le quota, on accepte que tu sois entrepreneur et qu'on te le verse, mais que pendant ce temps-là, tu sois entrepreneur. C'est quand même formidable. Tout ça, ça n'existait pas avant. Non. Et ça facilite grandement les choses d'un point de vue matériel. Et je trouve que c'est bien. Et un peu plus loin encore, quand l'entreprise est déjà un peu structurée, qu'elle se pose des questions sur sa stratégie, sur son management, son organisation. Il y a des quantités de sociétés aujourd'hui qui sont capables de conseiller l'entreprise toute petite. Ces structures-là s'appelaient déjà Ernst & Young ou KPMG, etc. à l'époque, mais ne s'adressaient qu'à des très grands. Très gros groupes, Une TPE de 10 personnes ne pouvait pas faire appel à des structures comme ça. D'abord, trop cher, elle ne serait pas venue vous aider. Ou alors vous étiez prêt à payer très cher. Donc ça a aussi complètement changé. Et donc, heureusement, mais je ne dis pas que c'est plus facile aujourd'hui, mais le taux de réussite est grandement amélioré grâce à tout ça. Tout à l'heure, Étienne, qui fait partie de l'équipe, nous donnait des chiffres clés sur l'entrepreneuriat et sur les critères d'âge surtout, plus que sur combien de taux de réussite. On a 32% des entrepreneurs qui ont entre 35 et 50 ans et 29% entre 25 et 35 ans. Donc en fait, tout le monde entreprend, quoi. Enfin, dans la population, il n'y a pas forcément de critères d'âge. Et en répartition homme-femme, alors les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, 43% de femmes, 57% d'hommes. Ma seule remarque, ce serait c'est quoi les métiers des femmes qu'on met en tant que... Il faut mettre les métiers, les revenus, la taille des entreprises derrière. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sur des métiers d'auto-entrepreneuses, ça va durer quelques temps, elles vont faire des choses... Après, il y a la rentabilité. Hein. Mais ça démontre quand même, parce qu'on n'est pas très loin de la parité, ça démontre quand même que chez les femmes, il y a autant d'envie, d'indépendance, d'entreprendre que chez les hommes. Et tu parlais de réseau, je sais qu'en Bretagne, on a la chance d'avoir une femme qui est quand même assez remarquable, qui a monté Femmes de Bretagne, et qui s'appelle Marie-Éloi. Marie-Éloi, et qui aujourd'hui, depuis quelques années, a monté des cercles d'intelligence collective sur le développement qui s'appelle Bouge ta boîte. Oui. C'est absolument... je sais pas si tu connais cet environnement, pas du tout. Et en fait, cette femme, elle a toujours été pour le collectif, et puis elle aussi, elle aurait pu faire partie des gens qui ont plein de choses à partager. Et donc elle a ces cercles aujourd'hui qui sont auto-gérés finalement, de femmes indépendantes et chefs d'entreprise, et qui se réunissent et qui font du co-dev. Alors effectivement, il y a le côté genré, mais ça sert aussi de parler avec des gens qui ont les enfants à gérer un peu plus, qui n'ont pas le même rythme. Il y a aussi des similarités. On en parle toutes les deux parce que on a été maman un peu plus tard. Et on s'est dit c'était quand même hyper compliqué, il fallait rester avec nos enfants, mais on se rend compte que les plus jeunes, ils ont les mêmes problèmes. Enfin, c'est finalement... Et on se posait la question tout à l'heure en préparation sur quelle différence entre un entrepreneur et un dirigeant. Et en fait, on voyait tous qu'on n'avait pas forcément la même définition. Et du coup, c'est peut-être une question intéressante où chacun a sa vision. Pour vous, c'est quoi la différence entre les deux ? Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on en parlait en off. Ouais. Moi, j'avais vraiment cette vision-là, c'est qu'un entrepreneur, il se gère lui, alors qu'un dirigeant, il va plutôt manager des personnes. C'est comme ça que je vois la chose. Après, on peut en discuter tous ensemble. Mais c'est vrai que moi, en fait, à première vue, ça me semblait être ça.
Je Même pense- si les deux se rejoignent. oui. Mais, Je pense que d'un point de vue sémantique, ce sont deux synonymes. Pour autant, dans dirigeant, on entend diriger, donc cela suppose que dans l'entreprise, il y a déjà du personnel. Mais un entrepreneur, quelle que soit la taille de l'entreprise, on ne cesse pas de l'appeler entrepreneur un jour pour l'appeler dirigeant ensuite. Il reste entrepreneur. Moi, je les trouve assez, Ouais, c'est ça. Est-ce assez qu'on peut être, proches. parce que dans ma définition, c'était on peut être un entrepreneur dirigeant, mais on peut être un dirigeant sans être entrepreneur. aussi. Oui, On peut être un directeur général nommé par un conseil d'administration. bien sûr. Il y a un entreprise qui est là pour gérer notre entreprise. Ça, moi, l'acception, c'était ça. Il y avait un côté Ouais, c'est plus ce côté managérial. entrepreneur, Parce que il la est à la différence, création, en fait. la différence, c'est aussi l'argent, les fonds, à qui appartient en fait. Est-ce qu'on a mis de son propre capital personnel ou pas? On peut être un très grand dirigeant, mais l'entreprise ne lui appartient pas. Il peut peut-être avoir des actions, quelque chose, mais au point de départ, il n'y a pas eu un petit chèque personnel, peu importe le montant. Et dans le domaine dans lequel je développe mon entreprise, le bâtiment, ça revient tous les jours. Mais moi, j'ai mis sur la table ça. C'est mon entreprise. J'ai pas envie qu'on m'enlève ça. Donc, quand on est dans du IT, c'est différent. On n'est pas sur le même montant et les mêmes enjeux. Mais ce côté, quand c'est de ma poche, moi, je fais tant d'heures, on doit me rapporter tant. Moi, mes artisans me disent ça tout le temps. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est différent. Est-ce qu'on a mis de sa peau ou pas? Voilà, est-ce qu'on a eu un banquier sympa ou pas? Enfin, tout est Non, mais différent. Joël, il a mis sa peau, il a mis son nom en bas, hein, je pense. Quels sont, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va perdre? Enfin, voilà, il y a tout ce... La différence entre être concerné et être impliqué, en fait. Comment? La différence entre Ouais, être concerné ouais. et être impliqué. Ouais. Donc, Bien sûr. pour la boutade, l'œuf, la poule est impliquée dans l'œuf quand on le mange. Le cochon, non, la poule est concernée, le cochon est impliqué quand on mange du cochon. C'est Oui. dans la Il y, a, faute, il y a une partie de soi, quoi. Ouais. Et, C'est quand ça, tu- le faux et toi, béton. parce que tu as été mission au MEDEF, donc comment on devient actif au MEDEF et pourquoi on fait ça? Parce que le MEDEF, c'est un syndicat, le syndicat des patrons et des dirigeants. C'est peut-être C'est ça. grossier de dire Ouais. patron, mais c'est comme ça qu'on dit, non? Syndicat des dirigeants. Oui, absolument. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait? À quoi ça sert? Comment tu as accompagné les gens? C'est quoi le principe? Moi, en Sauf fait, à défendre notre gagner plus et... ça devait être en 1998, donc l'entreprise avait 5 ans, elle avait déjà un peu pris, on va dire, son envol. J'avais aussi besoin, la solitude du dirigeant, on en parlera peut-être Ouais. un peu, j'avais aussi besoin de rencontrer des gens qui vivaient les mêmes choses que moi, dans des contextes plus ou moins comparables, avec peut-être autant d'ennuis que moi, comment ils les géraient. J'avais besoin d'entendre des gens qui vivaient finalement les mêmes contraintes d'un métier de chef d'entreprise. Et donc je suis rentré au CJD. En fait, c'est des dirigeants qui Centre sont des venus jeunes me voir. dirigeants, c'est ça? Le Comment? CJD, c'est le Oui, centre des jeunes dirigeants. Il faut rentrer avant 40 ans, sinon après ils ne vous prennent pas, par définition. Hein. C'est le Voilà. CVD. Donc Marwan a encore le temps avant de rejoindre le CJD. C'est un groupe d'entrepreneurs en fait qui décident de se réunir. Maintenant, il y a quand même un peu une charte. C'est quand on est au CJD, on est plutôt bienveillant avec les hommes et les femmes, en tout cas dans son entreprise. On a des valeurs assez solides sur le sens de l'entrepreneuriat, la trajectoire de l'entreprise. Bon, on partage quand même beaucoup de choses qui font que le CJD m'a attiré aussi un peu. On est venu me le présenter, j'ai dit banco. Donc Tu t'es j'y suis reconnu dans le... Oui, absolument. Et voilà, j'y suis resté 3 ans. Ça fonctionne par des groupes. Hein. Le CJD RN, ça doit être au moins 150 personnes. C'était déjà 90 en 1998. Voilà, donc des groupes de réflexion, une réunion par mois en plénière, et puis une autre ou 2 réunions dans le mois en groupe sur un sujet qui a été choisi en début d'année, qui va être par exemple de traiter le management, quand un autre va être de traiter l'innovation, etc. Et donc j'y suis resté 3 ans. J'ai trouvé là plein d'échanges, effectivement, ce que je recherchais, à partager, certes mes plaisirs, mais aussi surtout mes ennuis, comment les autres trouvaient les solutions à ces ennuis qui viennent à l'entreprise quand elle grandit, parce que si une chose est certaine dans l'entrepreneuriat, c'est la quantité d'ennuis qui ne cesse de croître. La complexité administrative française est... Non, je ne veux pas vous faire peur. Ah bah Raphaël, il sait, je pense. Hein. Oui, absolument. La pile est peut-être un petit peu moins haute encore là, que pour Joël, mais elle se défend. Donc voilà, et quand on rencontre des gens qui vivent les mêmes ennuis que vous, finalement ça fait aussi un peu de bien, même si ça fait rentrer encore plus tard chez soi le soir,
mais Ouais. on se dit que ça a fait du bien, voilà. Et puis un peu plus tard, dans la suite logique du CJD, on m'a proposé de rentrer à l'Union des entreprises d'Ille-et-Vilaine, et j'y suis rentré pour y rester 7 ans dans le bureau, sachant que l'informatique montait un peu, mais c'était à peine encore visible. Hein. C'est D'accord. quand même les métiers du bâtiment, de la métallurgie, Ok. etc. qui étaient Oui, gros. c'est vrai. Quand L'agro aussi, peut-être, hein, Oui, l'agro aussi. Ouais. Même si l'agro est un monde quelquefois un peu à part, mais oui, quand même. Et voilà, j'y suis resté 7 ans au bureau, et puis quand le président qui était là est parti, on m'a dit, Joël, il faut que ce soit toi qui prennes la suite. Voilà, et puis donc les choses se font comme ça, un peu de fil en aiguille. Et j'ai trouvé certainement dans ce temps que je consacrais à l'extérieur de mon entreprise, d'abord j'y ai trouvé beaucoup de richesse, et j'ai encouragé mes cadres proches de moi à faire la même chose, à s'intégrer dans des clubs, pour aussi aller chercher de la richesse à l'extérieur tout en apportant aux autres. Et le tout fait que l'entreprise, finalement, un peu comme une ruche, où les abeilles vont chercher à l'extérieur, le miel grandit en taille, et c'est bien pour le développement d'entreprise. Donc voilà, et de fil en aiguille, j'y suis resté, et j'ai toujours essayé de consacrer 2 tiers du temps à mon entreprise et 1 tiers à des activités extérieures. Et les gens qui disent j'ai pas le temps d'aller voir ailleurs, j'ai pas le temps. Alors, c'est T'en as sûr connu, qu'un métier t'en as- d'entrepreneur t'en as- est un métier, si on veut, on n'a jamais fini. Ouais, c'est certain. Donc Oui. il faut forcément se fixer des règles dans la vie. Après, on peut être passionné de son job, simplement en étant salarié, hein, et puis à la rigueur ne pas rentrer à la maison le soir, parce que on aime tellement ce qu'on fait qu'on y travaille jusqu'à 3 heures du matin. Non, je pense que un métier d'entrepreneur, ça se gère, ça s'organise, un agenda, comme un métier de salarié. Certes, il y a beaucoup plus de sollicitations, certes, il y a beaucoup plus d'emmerdes, hein, disons-le clairement, mais pour autant, on doit être en capacité de les gérer. Non, c'est faisable. Et vous le ferez demain. Je suis totalement d'accord avec toi. Par exemple, moi je me fixe des objectifs trimestriels et à l'année. Donc je sais pas, c'est personnel, faire des vidéos, des choses comme ça, c'est des objectifs perso, ou alors faire de la veille, aller à tel meeting. En fait, je me force à le faire parce que, comme tu le disais, c'est l'exemple de la ruche, j'ai trouvé très, très bien. Et c'est vraiment aller voir ce qui se fait ailleurs et comprendre aussi, se remettre en question. Et je pense que c'est ultra important en tant qu'entrepreneur, c'est se remettre en question tout le temps. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Et vraiment, ouais, l'organisation, je pense que c'est au centre en fait de fait d'entreprendre, c'est être organisé, savoir où on veut aller, essayer en tout cas de préparer, d'orchestrer un minimum, parce que sinon, bah ouais, comme tu le disais, Tu butines, mais tu construis rien. c'est ça. Et en fait, on peut vite sombrer sous des tas de tâches qui ne sont pas forcément importantes ou importantes sur le momentané. Et c'est des trucs en fait qu'on peut décaler à plus tard. Et on voit qu'en fait, ça reste de l'organisation à bon sens. Vraiment, c'est. Et de l'endurance, moi je dirais. Et l'endurance, ouais. Il y a quand même, faut quand même, comme tu dis, se fixer des caps, même si on ne sait pas trop s'ils sont bons ou pas. En tous les cas, on suppose que celui-là peut être, ce point d'étape peut être bien. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout l'endurance. Alors, j'ai toujours eu de l'endurance salariée, hein, mais finalement, je l'avais malgré moi, puisqu'il y a la roue générale qui t'embarque. Quand tu es seul à décider, c'est ça. Il faut quand même avoir de l'endurance pour y aller. Puis, c'est pas grave. Je dirais On y va, on continue ça. Ça se dérobe, on continue. Je dirais établir un cadre et de l'endurance. Je pense que c'est ces 2 éléments-là qui font que on se plaît à entreprendre, j'imagine. Prioriser, moi je reste. Tu parlais toi d'organisation, que ça avait été j'ai mis, révélateur. Oui, parce que je suis plutôt bordélique. C'est vrai. Et je sais vraiment beaucoup quand j'étais salariée. Et c'est là où je vois la différence en fait maintenant. Et là, je tiens un cap, je priorise plus facilement, j'arrive à être plus concentrée et je suis plus en mode action justement parce que c'est moi la barre. Donc si moi je fais pas, ça peut pas suivre. Alors que quand on est salarié, parfois on peut un peu se reposer soit sur des équipes, on peut reporter, déléguer, etc. Là, on n'est plus dans cette situation. Donc j'ai le sentiment d'avoir beaucoup appris sur moi-même depuis ce démarrage de création d'entreprise, d'avoir trouvé de la méthode, d'avoir su corriger mes erreurs. Je vois les erreurs
que j'ai pu faire auparavant quand j'étais salariée. Je vois mes managers qui me reprochaient pas mal de choses, et là je me dis, en fait, finalement... et je comprends mieux pourquoi on m'a répété ça et ça, parce que maintenant, voilà, il n'est plus question de faire ça, il est question d'avancer, de faire pas à pas, de pas savoir si on va y arriver, mais en tout cas, on lance tout et on avance. Voilà, moi j'ai appris ça, mais j'apprends plus à prioriser, ce qui n'était pas mon cas auparavant. Voilà, je suis très focus, voilà, c'est très focus client, et puis quand il y aura plein de chiffres d'affaires, on pourra se concentrer à plus de partage avec les réseaux, avec les clubs. J'ai déjà été sollicitée, mais là pour le coup, je sais refuser parce que c'est pas la priorité pour le développement de l'entreprise pour le moment. Moi, je suis admiratif qu'un entrepreneur donne de son temps. On est, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire qu'on est tellement focus sur son entreprise, son bébé, on rentre déjà très tard le soir. Quand vous dites que vous avez donné un tiers de votre temps à cette espèce de place collective où on échange et où on apprend les uns des autres, je n'étais pas pour l'argent, enfin, c'était peut-être probablement même bénévole. Ah ben ça n'est que bénévole. Voilà, ça n'est que bénévole. Donc ça déjà, c'est admirable. Non, après, là, je crois qu'on touche quand même à la vraie notion de dirigeant, c'est-à-dire un moment, quand on est vraiment, quand on courbe les chines sous les emmerdements qui se sont accumulés, parce qu'il y a effectivement un tas de problématiques, des choses prévues, des choses pas prévues, des choses chronophages. En fait, à un moment, on s'aperçoit que c'est plus de notre ressort. Quand on s'est rencontrés, effectivement, on avait fait un audit de ma société, et ce qu'on était ressorti en numéro 1, c'est pas à toi de faire tes factures à 2h du matin. Ça, effectivement... Il nous a payé très cher pour ça. Ta valeur ajoutée, c'est pas de faire tes factures à 2h du matin, tu ferais mieux de créer de la valeur jusqu'à 11h, de te lever le matin ensemble. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est là que la notion de dirigeant prend tout son sens. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui va mettre les bonnes personnes au bon endroit pour adresser les bons problèmes. Et ça, déjà, c'est extraordinaire. Quand on arrive à recruter et à définir qu'on va allouer l'argent qu'on a vers ça, c'est la priorité. On va mettre la bonne personne parce que c'est ce qui me coûte le plus de temps et c'est ce qui me met le plus en danger ma société, presque. Et donc, c'était pas là où tu avais de la valeur pour ta boîte. Oui, mais après, plus largement pour l'entreprise, quand on commence à avoir quelqu'un qui va s'occuper de tels problèmes à temps plein, on est soulagé de tout ça. Et finalement, à la fin, je ne l'ai pas inventé, mais effectivement, diriger, c'est déléguer, et déléguer aux bonnes personnes qu'on a choisies intelligemment. C'est là le talent du dirigeant. Et là, effectivement, si on était très prudent et recroquevillé, à un moment, ça devient une évidence qu'il faut embaucher, qu'il faut y aller, et puis à la fin, on s'y retrouve certainement en termes d'efficacité dans son entreprise. Et puis, à la fin, on paye ces 160 personnes parce que ça fonctionne et que nous, on a été plus concentrés sur la création de valeur et plus efficace. Et ça, vraiment, à mon échelle, ça a été un enseignement de notre rencontre, et je crois qu'à d'autres échelles, ça a autant de sens. Oui. Je voudrais rebondir sur que les deux choses. Tu as appris sur toi, sur ton organisation, tu as appris sur toi, sur la manière aussi de déléguer, de faire et de ne pas faire. Qu'est-ce que ça vous a appris d'important sur vous, en fait? Qu'est-ce que ce nouveau métier, quand vous êtes tous été salariés ou encore salariés, qu'est-ce que ça a révélé de vous, l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça vous a appris? Moi, si je peux donner un mot, c'est de la rigueur. Je pense que c'est vraiment de la rigueur dans ce qu'on fait. En fait, on se donne corps et âme à faire apporter quelque chose qui nous tient à cœur. Donc forcément, on va mettre toute notre énergie là-dedans. Et pour moi, c'est le mot rigueur. En fait, on se dit, ok, je vais être rigoureux parce que j'ai vraiment envie que ça marche. Et puis je vais y aller à 100%. Et puis je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais rien laisser au hasard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Énergie, tu veux dire. L'énergie, l'énergie, elle est... C'est 100 000 volts, il y a un côté beaucoup plus pétillant, même si avant je courais beaucoup. Hélène m'a aussi beaucoup vu, j'ai dépensé pas mal d'énergie dans mes jobs précédents. Mais là, c'est plus dynamique, il y a quelque chose le matin où on fonce plus. On est prêt à prendre tout sur le passage, en fait. Il y a une force qui est beaucoup plus forte. Et c'est hyper plaisant, satisfaisant d'avoir cette dynamique-là tous les matins, justement. Cette énergie, elle est positive, elle est constructive. Elle est encore plus forte, je trouve, en tout cas pour moi, que celle que j'ai pu connaître quand j'étais salariée. Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus forte? Peut-être la pression de la fin du mois, j'en sais rien. Non, parce que c'est vraiment dans le sens positif, là. C'est pas dans le sens échéance et négatif. Donc,
Moi, si je peux me Ça permettre, révèle vous avez peut-être quelque chose. vous avez une sorte de feu. C'est comme si vous étiez Ouais. aligné. C'est devenu une certitude. Ce truc, c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, ça s'auto-nourrit en fait. C'est il y a plus. C'est plus quelqu'un qui te dit à l'extérieur, faudrait aller sur ce projet-là. Ton projet, c'est ton projet. Alors évidemment, ça s'amende, ça s'adoucit, ça se diversifie avec la taille des boîtes, des marchés, des machins. Mais c'est chez vous là, c'est là que de là que ça vient. Sinon, de toute façon, vous pourriez pas le faire. Carrément. Ouais, c'est ça. Il y a même de temps en temps des petites victoires en fait, des petites victoires qui nous reboostent et qui nous donnent encore plus envie d'aller vers l'avant. Et ça c'est un élément que moi, je pouvais l'avoir de temps en temps quand j'étais salarié, mais maintenant que je suis seul en fait, les petites victoires, mais ça me rebooste. Mais... Sauf que tu les vois. C'est ça. En plus, tu les vois, C'est les ça, petites ouais. victoires. Je les vois les Et petites surtout, victoires. c'est les tiennes. C'est les miennes, ouais, c'est ça. Et du coup, on s'en satisfait vraiment. On a vraiment envie de tout défoncer après. Et... Il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé, c'est le sentiment immense de liberté qu'on a quand on est le dirigeant d'une structure, quelle que soit sa taille. Et ce sentiment de liberté-là, je pense, amène une flamme supplémentaire à l'énergie qu'on peut déjà posséder. Et toutes ces petites victoires, on les voit surtout. Et les plus grandes encore plus, bien sûr. Mais je pense que ce sentiment de liberté qui pouvait naître avant la décision de devenir entrepreneur, mais de toute façon on découvre, si on ne l'avait pas avant, on la découvre, inévitablement. La possibilité de rester bosser jusqu'à 2h du matin, c'est de la liberté, c'est pas terrible, mais c'est quand même de la liberté. Et puis cette capacité à choisir finalement sa voie, si on a plusieurs projets possibles, on a ce sentiment immense de liberté que de pouvoir choisir le modèle qu'on veut déployer. Ouais, parce qu'être libre, pour moi, ça veut rien dire, être libre. Excuse-moi, Joël. Non, ça veut pas rien dire, mais j'aime bien quand tu dis la liberté par rapport à un choix. La liberté, c'est une liberté avec... c'est pas Spider-Man qui dit ça. Non, c'est les responsabilités. C'est les grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités, mais ça c'est vrai aussi pour les dirigeants. Mais le fait d'être libre, t'es libre, mais t'es responsable. Bien sûr. Donc il y a un enjeu aussi. Est-ce qu'il y a un côté gamer, enfin un côté joueur en étant chef d'entreprise? Un petit côté de pari, un petit côté poker? Effectivement, moi, je dirais qu'on prend un risque. Déjà, le fait d'entreprendre, c'est un risque. Ouais, Donc, on a envie de jouer. Ouais. Et on a envie de bien jouer. Quoi. Donc, Ouais, c'est ça, c'est sûr, on joue. Même avec les banquiers. On joue. Parce qu'on sait que certains, ça va être difficile. On sait que certains nous fermeront la porte, mais en fait, on y va quand même. Et vous êtes libre de vos décisions, du coup. Vous êtes libre de vos choix, vous vous sentez libre, il n'y a personne d'autre avec vous, c'est vous qui décidez. Oui. Ouais. Oui. Oui. Oui, non, moi je suis avec mon conjoint, voilà. Donc même si j'ai le lead à 80%, donc mais on prend les décisions ensemble. Ouais. En échange. Après, on a chacun. Et du coup, la liberté, c'est l'euphorie, et le revers de la médaille, c'est la solitude. Face à cette... Moi, je pense que j'ai toujours décidé en partageant. Parce que tu avais des équipiers, des collaborateurs. C'est aussi un peu notre nature personnelle qui fait ça. J'ai toujours eu besoin de partager peut-être une idée que j'avais déjà, une décision que j'allais prendre mais que je n'avais pas annoncée. J'avais besoin de la tester auprès de mes équipes, parce que moi j'ai eu la chance de démarrer, on a démarré à 5, donc j'ai jamais été tout seul en fait. Et j'avais ce besoin, mais c'est aussi dans ma nature, de vérifier que l'idée que je poussais était partagée. Parce que si vous voulez aller dans une direction et que personne ne vous suit, ça va être problématique. Alors bien sûr, vous dirigez, donc vous pouvez imposer les choses, mais c'est pas terrible, je pense, à vivre. Quand on donne du sens à une entreprise et à ceux qui y travaillent, il faut forcément associer à la décision, à la réflexion, à l'analyse aussi des problèmes. Tu as toujours parlé de l'humain quand tu parlais de ton entreprise, de ton parcours, même ton engagement associatif. C'est toujours lié à l'humain, au partage, à l'intelligence, à l'avancée. Mais je crois qu'on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite quand on partage les problèmes, qu'on analyse ensemble les problèmes. Alors ça ne peut pas se faire toujours sur tout, mais quand on le fait sur les choses importantes, on partage ensemble, on les analyse ensemble, on cherche des solutions ensemble. Et quand on a pris la bonne décision, elle est déjà portée en fait. Bon, vous ne faites jamais l'unanimité, mais souvent sur les grandes décisions, des majorités assez importantes se dégagent. Et quand d'ailleurs tout le monde se retourne vers vous à un moment pour dire, bon alors tu décides.
même s'il y a 2 ou 3 solutions possibles. Une, souvent, elle paraît plus évidente que toutes les autres. Et les gens attendent de vous que vous la preniez, c'est la responsabilité du dirigeant. Mais quand elle est prise, vous avez derrière vous une équipe qui va pousser plus fort que si vous leur annoncez, tiens, j'ai réfléchi à une chose, nous allons faire ça. Les gens déjà vont se poser la question, Mais c'était pas un stratagème de ta part, c'est ce que tu dis, c'était en toi d'avoir besoin de partager pour avancer mieux. Absolument. J'ai fait ça tout le temps en fait. Après je me suis fait aider parce que dans une entreprise plus grande, on ne peut pas réunir tout le monde comme ça et puis il faut de l'organisation après. Puis il y a des coachs, il y a des consultants qui font ça très bien. Et c'est important aussi de sortir les gens de l'entreprise, de les mettre dans des lieux externes pour des réflexions sur la stratégie de l'entreprise. Avant de la céder, âge obligeant, j'avais conduit une opération comme ça, de définir la stratégie de l'entreprise pour les 5 ans à venir. Alors, on faisait ça déjà, on avait déjà fait ça plusieurs fois, mais je l'ai fait 2 ans avant la session. Je crois que j'avais jamais embarqué les gens aussi loin, finalement, dans la capacité à définir ce qu'on ferait demain et comment on le ferait. Et j'ai eu une adhésion incroyable. Est-ce que c'était un moyen, si tu t'as parlé de la solitude du dirigeant, est-ce que c'était un moyen pour toi de rompre cette solitude face à une décision, où tu t'es quand même retrouvé des moments où c'est quand même moi qui fais la barre? Mais il y en a où il faut être seul. Enfin, je veux dire, il y en a, vous pouvez pas... Quand vous recevez un courrier de l'inspecteur du travail qui vous dit que il est passé la semaine dernière, il a relevé ça, parce que c'est des lettres qui sont longues comme ça, et qu'il attend de vous un plan d'action qu'il faut lui transmettre, on ne réunit pas tout le monde dans l'entreprise pour dire, voilà. Donc là, ça va se passer entre peut-être 2-3 personnes, mais il y a des choses qui vous reviennent quand même, de prendre des décisions, de faire ou de ne pas faire, ce que les lois françaises, qui sont extrêmement complexes, et que vous, même si vous ne devez pas les ignorer, vous ne pouvez pas non plus les connaître, parce qu'il y en a vraiment de trop, et notamment dans le social, il y en a... Code du travail est énorme. Oui, donc dans des moments comme ça, vous vous retrouvez quand même un peu seul. Et il faut se fixer des objectifs ou une stratégie pour affronter un certain profil d'emmerde qui tombe sur l'entreprise et donc, par définition, sur le chef d'entreprise. Mais quand même, pour beaucoup... et comment on fait face à la solitude, justement? Enfin, toi, tu avais une équipe, tu avais une entreprise. Ah, mais tu es quand même seul à décider. Tu étais seul, des fois seul face à l'équipe et devoir embarquer l'équipe. Comment on s'en sort face à cette Si vous sentez de la solitude, peut-être que Raphaël, tu sens pas. En s'entourant bien. Alors, il faut dire que j'ai pas un modèle qui n'a que peu d'employés. En fait, j'ai peu d'employés en propre parce que mes besoins sont assez itératifs. Mais j'ai énormément de besoins. Ça peut être des besoins médias, web marketing, juridique, etc. Et en fait, c'est des besoins itératifs. Donc, on ne peut pas les internaliser de toute façon dans une petite entreprise. Donc on les externalise vers des prestataires, et là on choisit les meilleurs, qui deviennent avec le temps des gens de confiance, avec qui on a fait un bout de route, qui connaissent la société, et donc je peux reposer sur toutes les problématiques possibles et tous les emmerdements qui peuvent me tomber dessus, je peux reposer sur une compétence extérieure que j'ai sélectionnée, et qui connaît la société à travers les années, et qui est à même de m'épauler. Donc moi c'est la façon dont j'ai rompu la solitude, à défaut de l'avoir... un appui en interne, j'ai beaucoup d'appui en externe. Et puis après, alors j'ai pas été dans des cercles d'entrepreneurs, mais par exemple à la French Tech, très naturellement, en fait, on rencontre tout un écosystème et des gens avec des compétences, à la machine à café, un informaticien de haut vol, quelqu'un qui a fait HEC, puis quand on connaît ces gens, que ça devient des amis, qu'on mange avec eux, finalement, en fait, on discute des problèmes, et là encore, on a... des avis extrêmement compétents qui nous arrivent. Donc c'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur tout seul qu'on est forcément isolé, moi je trouve, par l'écosystème dans lequel on peut vivre. Donc la conclusion, c'est que de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on doit être entouré, on doit partager. Oui. Après qu'on partage avec, des groupes organisés ou qu'on partage, mais on doit tout le temps être en veille, regarder, échanger, se remettre en cause et se nourrir. Bien sûr. Parce que alors vos métiers sont plus récents, mais sur vos deux métiers, on prend les sociétés 5 ans, 10 ans, 15 ans en avance, peut-être pas 15 ans pour toi, mais c'est pas les mêmes choses.
enfin même si vous vendez peut-être dans le principe la même chose, il y avait de l'innovation constante. Tu as tout le temps développé des nouvelles solutions, tu as tout le temps étoffé l'offre d'accompagnement, tu as créé des nouvelles prestations de services, donc vous êtes tout le temps en veille. Toi c'est pareil, tu t'es marché, c'était toi le premier commercial de la boîte, non ? Oui, je l'étais parce que c'était mon premier métier. Avant d'être entrepreneur, j'étais déjà dans le commerce. Donc dans mes anciens jobs, j'étais au commercial. J'étais à la technique, mais je suis passé au commercial parce que j'avais cette envie d'aller vers les autres. Et donc quand vous êtes entrepreneur, effectivement, vous restez le premier commercial de l'entreprise. C'est assez logique. Mais je crois que ça n'existe pas un entrepreneur qui n'est pas toujours en veille. Ouais. Je pense que c'est dans son ADN, il ne le sait peut-être pas, C'est vrai. mais très vite il va le constater, qu'il est tout le temps en veille. Totalement. Et en fait, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que toi, tu as été vachement en veille. Tu disais que tu utilisais un outil de LMS. Je pense qu'il faut sacrément être en veille pour aller découvrir cet outil-là, le prendre en main. Tu as cet aspect autodidacte. Ouais, forcément, moi en tout cas, pour mon cas personnel, la veille, c'est primordial. J'ai un jour par semaine, je fais que de la veille. C'est ultra important et ça peut être de la veille en... Moi, j'ai un outil qui me permet qui sélectionne les actus dont je veux avoir les infos. C'est aussi discuter avec des ex-collègues, des amis ou autres qui sont dans le métier. Et en fait, ça continue tout le temps. On voit sur ton compte social, celui que tu as créé, ou ton site, je ne sais plus lequel des deux, alors que tu es tout jeune, tu es déjà en partage de contenu et d'informations pertinentes. Tu es déjà en train de dire, je vous mets à disposition, tu es déjà dans cette générosité-là, donc tu prends déjà de ton temps. Alors, ok, on sait qu'après, normalement, ça doit créer une dynamique positive de retour, mais enfin, tu le fais quand même. Complètement, et je sais pas, en fait, on va dire que j'ai grandi avec Internet et j'ai pioché énormément d'informations. Internet, en fait, il y a tellement de contenu qu'on peut trouver plus ou moins tout ce qu'on veut, après que ce soit qualitatif ou pas, mais ça m'a toujours plu cet esprit, ce qu'on appelle open source, avec l'information pour tous, que j'ai envie de le partager aussi, même s'il y a forcément des fins, on va dire commerciales, parce que le but c'est aussi de trouver des clients. En fait, il y a même des gens qui vont pas être mes clients, qui m'ont remercié, qui m'ont dit « Ah, c'est top, moi ça va peut-être pouvoir me servir ». Et je trouve que cette émulation-là, elle est ultra importante, elle est primordiale. Pour moi, c'est essentiel en fait de partager cette info et de rester en veille tout le temps. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont partager d'autres infos, donc c'est vraiment essentiel. À la fin, est-ce qu'on déconnecte la nuit, le samedi et le dimanche, quand on est entrepreneur ou pas ? Merci de poser la question. Mais non, mais parce qu'on voit qu'on est imbibé en fait. On parle même d'une veille qui est permanente. Ouais. On est là en veille aussi sur les mails qui arrivent avec les fameux problèmes qu'on peut avoir, sur des idées qu'on peut avoir aussi, parce qu'il faut bien qu'on avance, qu'on évolue, qu'on évolue sur un plan technologique, sur un plan des marchés qu'on va adresser. Et effectivement, mon impression quand même, c'est que un entrepreneur est difficilement débranché le week-end. On est tout le temps branché. Je ne sais pas quelle est votre Mais moi expérience, j'ai l'impression on est qu'aussi, quand même tout le temps branché. tu l'as dit au tout début, c'est le cerveau, il est fait comme ça, donc de toute façon tu serais pas, t'aurais pas l'étiquette entrepreneur, tu débrancherais pas plus, il faudrait que tu le nourrisses tout le temps. Donc tant mieux, ton terrain de jeu finalement c'est celui-là. Moi je le vois comme ça, heureusement que j'ai ça. Sinon qu'est-ce que j'en ferais de cette cervelle ? Non mais elle s'autodétruirait, elle se mangerait, je sais Il y a rien. des gens qui arrivent à bien dichotomiser. Mais en fait, moi je sais Ils que sont pas entrepreneurs. j'essaye de débrancher quand je fais des footings. Mais en fait, quand je fais des footings, je pense encore plus aux actions que je vais pouvoir mettre dans en les place. embouteillages. Ouais. Dans les embouteillages aussi, ouais. D'ailleurs, c'est lorsqu'on est en dehors du bureau, moi je trouve, même quand j'étais salarié, les meilleures décisions, on les prend quand on est en vacances, quand on est sur des skis. Enfin, peu importe, mais pas au bureau. On les prend en fait quand le cerveau se relâche. En mais fait. c'est fou. C'est terrible. C'est qu'on n'est plus en prise, quand il a lâché prise. C'est pour ça qu'il faut sortir, qu'il faut faire du sport, qu'il faut s'entourer, qu'il faut échanger avec d'autres Il dirigeants. faut avoir des copains, des copines, Ouais, un tissu vraiment. social aussi. On décroche pas, comme tu disais, mais on va s'enrichir d'une autre manière, effectivement, soit en faisant un footing, en se baladant. Et il y aura des éléments qu'on n'aura pas vus, qui nous ont obsédés pendant la semaine. Et là, bizarrement, un samedi matin, en faisant le marché ou je sais pas quoi, tiens, on a un éclairage. Ouais. Absolument. Donc, pour le coup, c'est très bien, c'est complémentaire. C'est bien qu'on ne décroche pas au final. Parce que ça s'enrichit, mais il faut pouvoir se dire qu'à ce moment-là, c'est d'une autre manière. Et moi, ça me fait penser à ça, parce que comme on ne décroche pas, on ne vit pas tout seul non plus, on vit avec un entourage.
Comment votre entourage vit votre entrepreneuriat? Comment il vous soutient ou vous soutient pas? Comment ça s'est passé votre vie d'entrepreneur avec votre environnement? Ou comment ça se passe pour ceux qui le sont encore? On n'a pas posé la question avant, donc on va peut-être sur un terrain très miné. On ne sait pas du tout. Je peux commencer si Ouais. Alors moi, c'est l'idée de mon mari que je mets en œuvre. Ouais. Et donc j'ai beaucoup questionné, on a fait une étude de Peut-être marché. dis ce que faisait ton mari et quel est ton projet, enfin Oui, quel c'est est vrai. entre artisans. Entre Artisans, c'est une plateforme de mise en relation de chefs d'entreprise du bâtiment pour trouver des ressources opérationnelles dans les situations de sous-charge ou surcharge de travail. Donc c'est ce qu'il a vécu, lui, en tant que chef d'entreprise pendant une quinzaine d'années. Il a beaucoup souffert des situations irrégulières, des imprévus, qui ont eu un impact sur la rentabilité de son entreprise. Et moi, étant dans le digital, il m'a dit, mais on peut faire quelque chose pour aider les dirigeants, j'en suis sûre. Parce que quand on s'appelle, entre confrères, ben, il est déjà trop tard. Parce que on avait fallu s'entraider, c'était pour hier. Et finalement, quand je croise mes confrères quelques semaines plus tard chez des fournisseurs et qu'on papote et qu'on se dit, tiens, toi, comment tu vas? Ah, ça va super bien, j'ai plein de travail, je suis débordée, moi pas, etc. Et là, on se dit, bah mince, moi, t'étais débordée la semaine dernière, mais j'aurais pu t'aider, j'aurais pu te prêter mes salariés. Ils seraient venus 2-3 jours en renfort sur ton chantier, ils t'auraient aidé. Après, il y a tout un système de monétisation, de facturation qui font que justement les entreprises vont perdre moins d'argent, elles ne vont pas s'enrichir, mais elles vont en perdre moins. Donc moi, il a fallu... donc la mission première de ce projet, c'est ce qu'a vécu mon mari, c'est faire en sorte que les dirigeants puissent se consacrer à leur métier de dirigeant. Parce que finalement, comme on a une pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment, le dirigeant va retourner sur le chantier et va se retrouver avec des journées de 18 heures, voilà, énormes, et ça peut conduire, ça très bien, des burn-out, et on n'est plus dans le métier de développement. On a les deux. Et donc là, notre but, c'est de se dire, on va arrêter de faire en sorte que les dirigeants souffrent. On va les aider sur cette partie-là, sur l'entraide, sur faire en sorte d'avoir deux problématiques qu'on transforme en opportunités. Et c'est une pratique qui se fait dans le bâtiment, enfin, le prêt de salarié se fait déjà, les contrats de sous-traitance, etc. Voilà. Donc moi, je mets en application tout ça, mais le bâtiment, ça n'est pas du tout mon univers. Donc c'est une plateforme d'intermédiation Voilà. entre des numériques, Entre les dirigeants, oui, tout à fait. Le Et numérique va faire en sorte que ça va plus vite. Et du coup, ton mari donc qui c'était est l'idée de ton mari. associé. Oui, et moi, il m'en a parlé pendant 4 ans, pour tout vous dire. Et pendant 4 ans, j'ai dit non. Donc si tu passes trop de temps au travail, il sera de toute façon responsable. Oui, bah voilà, c'est très rigolo que maintenant on vit des situations inversées d'ailleurs. Et c'est lui qui me dit le week-end qu'il faut décrocher, parce que lui, il n'arrivait pas à décrocher, mais finalement non. Je lui dis pas, mais je décroche pas dans ma tête. Évidemment, c'est constamment comme ça. Et donc il a fallu que je connaisse ce secteur d'activité, le bâtiment, qui n'était pas spécialement glamour. Moi, ça me paraît, tous les corps d'état dans le bâtiment, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas forcément mon dada. Donc il a fallu du temps pour que je connaisse et que je maîtrise. Et maintenant que je suis dans le développement d'entreprise, ben le soir, j'ai pas envie de lui en parler en fait. Quand on est à table, on n'en parle pas. Mais que si vraiment j'ai quelque chose qui m'a gênée, où je me dis, je sais qu'il va me répondre rapidement et vite, après on va passer à autre chose, à notre vie de famille. Tu n'en parles pas pour pas l'embêter ou parce que tu... Non, parce que là, moi, à ce moment-là, je viens de faire une parenthèse. Ok. Parce que je sais très bien qu'il, lui, il va repartir, il va pas décrocher à nouveau. Et là, c'est parti pour des heures. Donc j'ai aussi envie de souffler, j'ai aussi eu ma vie, ma journée comme tout le monde, avec des emmerdes et des bons moments, et à un moment donné on a envie de faire des choses de routine qui vont vider le cerveau. Donc je me suis aperçue que bizarrement, voilà, c'était son idée, j'ai besoin de lui pour avancer. Dès que j'ai une problématique, je vais vers lui, mais en fait en semaine, le soir, je n'en parle pas. J'ai besoin de couper, et j'ai besoin de parler de choses beaucoup plus classiques, voilà. Et à l'inverse, le week-end, si on marche, on fait du sport, on fait je sais pas quoi, on voit du monde, bah là on se remet en marche, le cerveau se remet en marche et je lui en parle. Et je vais justement lui présenter des problématiques beaucoup plus complexes qui vont être résolues en 2-3 minutes. Voilà, il va me répondre 2-3 minutes et puis c'est réglé. Je peux changer de mari? Voilà. Je vais me mettre à la marche. Non. Donc voilà, moi c'est particulier puisque je fais cette entreprise Il y a avec un mon lien- conjoint. il y a un lien mais du naturel coup, avec- voilà, je m'imagine pas en parler en 100% du temps, c'est pas possible en fait. Moi, j'avais des parents entrepreneurs, Ouais. c'était horrible. Le soir, nous, on était là, on mangeait tous à table, et eux deux, ils parlaient de la boîte, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc nous, on partait. Mais vrai, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'il y a, il y a des... Et pour d'autres personnes, voilà, avec les conjoints ou autres, je pense qu'effectivement, il y a sûrement un moment, évidemment, on partage, parce qu'on vit l'entreprise à 100%, mais c'est sûrement pas constamment, je pense pas. Et pour les autres, c'est comment?
Moi, on m'a encouragé à le faire. En tout cas, amis, famille. Là, c'est un peu plus difficile vu que je vis avec mon ami. Bien, bravo. Petite victoire. Mais du coup, le soir, je peux me faire rapidement engueuler parce que je reste traîné. En fait, je travaille. Ah. Et à partir d'une certaine heure, on fait en fait, t'as une vie classique aussi, donc t'es pas tout seul. Donc, voilà, donc c'est la seule difficulté. Mais au-delà de ça, non. Sur plutôt le démarrage, j'ai eu pas mal de, on va dire, de recommandations positives. On m'a dit, mais vas-y, fais-le. La famille déjà m'a encouragé. Je pense que ça, c'était la meilleure chose. Parce que ça aurait pu me refroidir directement. Et je sais pas pour vous, mais moi j'attache beaucoup d'importance à la vie familiale. C'est quelque chose qui peut rapidement me freiner. Et pour le coup, ils m'ont tout de suite dit, bon, vas-y, t'as pas trop de risques, essaye, quoi. Et entourage, amis, il y en a certains qui étaient là, t'es sûr de vouloir faire ça? Et finalement, en discutant, on fait, bon, essaye, de toute façon, entre guillemets, t'as rien à perdre. Puis vas-y. Est-ce que t'as eu aussi, mais oui, Merwan, mais formidable, mais t'as plein de choses à apporter, vas-y. Ouais, j'ai eu ce truc-là aussi. Ouais, et j'ai eu un autre truc, tu pourras m'aider du coup pour faire plein de choses. Je fais, ouais, mais il faudra voir. Il y en a certains qui voulaient profiter de services gratuitement. Tu me payes un peu. Ouais, c'est ça. Mais non, moi pour le coup, ça c'est très très bien fait. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont poussé à le faire. Parce que ça t'aurait freiné, ça aurait été un frein, vraiment. Si t'avais senti autour de toi des gens pas impliqués ou pas concernés ou pas... Je pense que ça m'aurait peut-être mis dans une spirale plus négative. Donc déjà pour se lancer, on a déjà des craintes. Enfin déjà moi j'ai trouvé que le fait de devenir entrepreneur, on a toujours une petite peur, une petite crainte, le fait de le faire. Avoir des gens qui te descendent, je pense que ça te rajoute de la crainte et de la peur. Et en fait t'avances plus je sais pas, avec la peur d'échouer que vraiment l'envie de réussir. Et non, du coup très content d'avoir eu des avis positifs et des encouragements. C'est sûr je crois qu'il faut une grande résilience dans son entourage, hein, ça c'est certain. En particulier les premières années, parce que ces premières années-là, dans la phase d'allumage de l'entreprise, quand on développe et qu'on n'a pas vraiment de limites parce qu'on sait ce qu'on veut et qu'on s'en donne les moyens, là c'est dur. Hein. Effectivement, moi j'ai travaillé la nuit, le week-end, les vacances. Et bon, la chance que j'ai, c'est d'avoir une épouse qui est dans le milieu et qui sait ce qu'on apporte en fait. Elle a compris, d'ailleurs c'est une de mes clientes. Mais donc elle sait ce qu'on apporte, donc je crois que ça a aidé à cette résilience. Après, je pense que la phase d'allumage étant passée, quand on commence à avoir atteint un premier objectif ou des premiers objectifs, je crois qu'à un moment c'est important quand même de se rassurer, voilà, on s'est entouré, on a trouvé de bonnes personnes autour de soi, l'infrastructure est là, ça y est, la charpente est solide. Je crois qu'à un moment où il faut se mettre une hygiène en fait, il faut se mettre un cadre. C'est l'entourage qui te force à mettre l'hygiène? Non, mais à la limite, c'est quand elle n'est plus là le soir, quand tu rentres, qu'elle est partie. Mais avant ça, il faut trouver un moment. Non, je pense qu'il faut se l'imposer. Je pense qu'il faut avoir la raison de dire, on arrête d'être à fond, coûte que coûte. Raisonnablement, il n'y a plus besoin, on redescend un petit peu. Et puis, on commence à décrocher. On décroche le week-end, on débranche. Moi je suis dans le digital, donc en fait j'ai des alertes qui sonnent dans mes poches tout le temps. Je regarde si la plateforme fonctionne en temps réel, le carnet de commandes. Enfin, il y a tout un tas de voyants rouges qui s'allument sur mon téléphone en permanence. Donc à un moment où tout ça, je peux le désactiver le dimanche. Il y a toujours un petit moment où je vais passer voir. Mais je pense que je sais mieux le faire qu'à une époque. Et puis effectivement, là je suis dans une période où j'ai appris à me coucher tôt et presque à regarder un film avec ma femme le soir, ce qui n'était pas dans mes habitudes des 5 dernières années. Donc ça, c'est quand même, je crois, quelque chose qui doit venir quand on est en mesure de se rassurer sur son entreprise. Moi, j'y suis, je pense que je suis dans le virage actuellement de revenir vers quelque chose d'un peu plus... Tu vas aller vers de nouvelles choses, oui, mais en attendant, c'est ça. La même intensité, elle est plus utile. Il faut redéfinir ses priorités. Je crois que cette période un peu d'excès, il faut qu'elle ait une durée relativement limitée. Ce qui est intéressant dans vos 3 témoignages, on va voir avec Joël après, c'est vous qui vous imposez finalement ce rythme et même ce ralentissement, cette accélération. C'est pas votre entourage qui vous met des signaux d'alerte en disant là il va falloir que tu calmes, il va falloir que... C'est vous en fait, c'est les entrepreneurs qui vous ressentez le besoin de ralentir. Oui, parfois avec quelques signaux quand même. Oui, quelques signaux quand même. Okay. Quelques signaux, oui, mais qui ne sont pas on avait vu une étude du MEDEF, moi je me souviens être allée à une réunion avec les mandataires et on avait vu une étude sur l'état de santé des dirigeants. C'était quand même très alarmant. Enfin vraiment, ils étaient
burn-out, crise cardiaque, négliger leur santé, très peu d'appels à la sécurité sociale. Enfin, c'était quand même une étude qui montrait que... C'est l'excès. Ouais, je suis pas surprise. Oui. Et c'est une caractéristique qui continue de se vérifier, malheureusement. Ouais. Alors pour mon cas personnel, moi je pense que ce serait plutôt à mon épouse et mes enfants de répondre parler. à la question. Comment as-tu pu préserver ta vie de famille avec une vie d'entrepreneur? Je l'ai plutôt pas très bien fait. Mais cela dit, j'ai su sacraliser les samedis et souvent une partie du dimanche. C'est-à-dire que le dimanche après-midi, notamment dans les 10 premières années, on me le rappelle, donc moi j'avais un peu oublié, que le dimanche après-midi, je reprenais trop souvent mon PC pour préparer mes slides pour le lendemain matin, etc. Mais finalement, j'ai quand même... Alors je rentrais tard tous les soirs parce que j'avais aussi 80 km de distance. Ah oui, parce que tu étais à Montauban, mais tu vivais pas... Enfin, l'usine, Je l'entreprise vivais à était... Binic, dans les Côtes-d'Armor, Ok. et Ah oui, les d'accord. banquiers qui m'avaient dit oui, ils m'avaient quand même gentiment hypothéqué ma maison. C'est normal, quand un banquier vous prête de l'argent, il demande une garantie. Et bon voilà, donc on venait de construire notre maison, on y était depuis 2 ans, et voilà, on l'a hypothéqué. Donc du coup, j'ai pas non plus déménagé, et j'ai continué à faire ces 80 km que de 4 voies, mais 80 km quand même, qui finalement était un bon sas, Ouais. mais qui rajoutait aussi Ouais, du temps. une petite heure, ou en tout cas 3 bons quarts d'heure le matin et 3 bons soir. quarts d'heure le soir, Ouais. qui est du temps en moins dans la famille. Pour autant, je pense que T'as 2 enfants entrepreneurs en plus. oui, alors ce qui est drôle d'ailleurs, et qui finalement est un peu leur expression, ils sont pas là, mais si on leur demandait est-ce que papa était là souvent, je pense qu'ils diraient non, pas beaucoup. Mais quand je leur ai proposé de reprendre l'entreprise, à l'un et à l'autre, ou aux deux, les deux m'ont fait à peu près les mêmes réponses. Non papa, ta boîte est trop grosse, trop technique, et puis je t'ai vu passer des temps incroyables dans l'entreprise, donc moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais t'inquiète pas, je créerai aussi mon entreprise, me dit mon fils. Très bien. Quant à ma fille, elle venait de partir aux États-Unis, elle ne savait pas quand elle rentrerait, donc c'était plutôt reporté. Elle avait un autre projet. Voilà. Et puis finalement, ils n'ont pas repris l'entreprise, qui m'a d'ailleurs contraint aussi à la céder, et ils ont créé chacun leur entreprise. Donc je pense que du coup, même un père qui n'est pas T'as dû beaucoup laisser là, une bonne image de l'entrepreneuriat. mais qui parle de son entreprise avec les succès et certainement tous les ennuis, souvent, j'en parlais aussi un petit peu, en tout cas j'en parlais à mon épouse, et ils en étaient témoins, ça ne les a pas découragés de l'entrepreneuriat, puisque l'un comme l'autre l'ont fait. Mais moi j'ai trouvé, dans ma vie, j'avais oublié que j'avais toujours dit que je voulais être entrepreneuse. J'avais complètement oublié. C'est d'autres gens qui me l'ont rappelé quand je me suis mise à mon compte. Mais j'ai trouvé que, en fait, tu parlais de liberté, de ces ailes qui se déploient, de cette capacité. Si tu veux le faire, fais-le. Finalement, qui va t'en empêcher? Il n'y a que toi. Et moi, ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est, ok, il y a les parents qu'on voit avec des ennuis, c'est difficile quand il y a le social qui arrive là-dedans, etc. C'est très compliqué. Mais après, bon sang, on crée quelque chose. Et il y a cette notion de créativité que moi je trouve, pour ma part, primordiale dans la partie d'être entrepreneur. Vous êtes créatif. Tout ce que vous avez monté, c'est créatif. C'est création de valeur, certes, mais il y a une créativité, il y a un design, il y a un style, Et moi je trouve ça génial. Et qu'on apprécie évidemment beaucoup quand on est l'entrepreneur à la base, mais qu'on peut largement faire partager à ses équipes. C'est-à-dire que les succès de l'entreprise deviennent les succès de toute l'équipe. Et là, c'est formidable. Ce qui est marrant, tu disais, en fait, tes enfants ne t'ont pas vu beaucoup, mais ils ont été créateurs d'entreprise. Finalement, est-ce que votre plaisir, votre bonheur de l'entrepreneuriat compense pas finalement l'absence? Finalement, l'exemplarité, ils ont eu l'exemple d'un père peut-être pas très présent, mais heureux. Et est-ce que c'est pas ça finalement qui les a motivés, c'est de se dire, bah oui, mais... Probablement. Est-ce que l'entrepreneuriat ne rend pas épanoui quelque part? J'ai été au bout de mon idée, où je concrétise mon idée, ma volonté, etc. C'est le sens, on parlait plus avant lumière, la quête de sens. Pourquoi on développe de l'énergie? C'était parce que derrière, on a du sens, quoi. On sait pourquoi on le fait, quoi. Je sais pas, c'est mon analyse. Une forme d'équilibre. C'est une forme d'équilibre. Ouais. Oui, il y a une forme de rayonnement en fait sur votre entourage. Quand vous êtes entrepreneur et que l'entreprise marche, même si elle a plein d'ennuis,
il y a certainement ce rayonnement qui se fait sur votre entourage et que vous ressentez aussi. Et est-ce qu'on a le droit d'être fier d'être chef d'entreprise, d'avoir un bon Oui. rayonnement quand tu gagnes bien ta vie, etc. Il n'y a pas un moment où c'est compliqué, ça aussi, à gérer, d'avoir une boîte qui marche, qui réussit D'abord, un entrepreneur qui a une boîte qui marche, il se verse les salaires qu'il a envie. Ouais, Donc ça veut dire que s'il veut rester sobre, il peut le rester, y compris sur le plan de la rémunération, ce qui était mon cas. Et donc... t'avais une hygiène comme ça, une hygiène qui... Ouais. La conscience qu'il fallait que ce soit, aujourd'hui on dit équitable, Durable. responsable, Oui, hein, bien sûr. durable. Oui. C'est un truc que tu t'es... Ouais, bah c'est bien. C'était, à l'époque, on parlait pas de ça. Non, mais non. L'échelle de rémunération dans l'entreprise, quand on parle des échelles de rémunération des très grosses entreprises, celles du CAC 40, etc., on trouve entre celui qui gagne le SMIC dans l'entreprise et le dirigeant, il y a plusieurs dizaines de fois. Donc voilà, ça n'existait pas dans les PME. Et je pense que, en tout cas moi, j'avais cette volonté de sobriété et que les succès de l'entreprise, qui étaient des succès collectifs, permettent par la participation, mais aussi par l'intéressement de partager une partie. Et non, j'ai attendu les 7-8 dernières années pour avoir un salaire correct. Même mon expert comptable me disait souvent, C'est vrai, Joël, tu te payes tu pas vas assez. largement augmenter. Oui, sauf que c'était pas forcément... C'est pas ta motivation, c'est pas ça qui te non, faisait avancer. voilà. Oh là là, c'est beau Bah, si tout on ça. devenait entrepreneur que pour l'argent, Non, ça bah, se Oui, saurait, ouais, quand je même. suis sûre que c'est pas la première. Enfin, non. Pour moi, Ah, c'est non. pas. Ah, ou L'argent alors si c'est une n'est pas- motivation, elle est vite dépassée après. Quoi. C'est qu'il y a autre chose. Si c'est que ça dure pas. Bah, ça ne dure pas. Ça Mais dure déjà, souvent, Oui. ça marche pas. Et voilà, ça marche pas comme on le voudrait, on prendrait pas les bonnes décisions, on irait faire des trucs peut-être illégaux, je sais pas, mais bon, non, je suis il d'accord. y a autre chose. Si on est aux commandes, c'est pour d'autres choses à transmettre. Bien sûr. C'est pour partager, c'est pour Ça apporter vient une après. réponse à un besoin. Il y a tous ces éléments, quels que soient nos secteurs d'activité, justement. Bien sûr. Si c'est que l'argent, c'est un peu triste d'ailleurs. Ça Et montre d'ailleurs Bien sûr. une tristesse de la personne, de la personnalité. Je vois ça. Est-ce que c'est de l'épanouissement? Non. Enfin, on sait très bien que le bonheur. Enfin, oui, il faut un petit peu d'argent pour vivre, bien entendu, on sait bien, mais. Et d'ailleurs, une entreprise qui marche et qui fait des bénéfices, si vous laissez les bénéfices dans l'entreprise, ça constitue vos capitaux propres. Je ne vais pas dire on n'a plus besoin de vos banquiers. Ils sont très heureux de continuer à travailler pour vous, mais vous ne leur demandez plus rien, sauf gérer les flux. Mais l'entreprise est aussi solide, c'est-à-dire qu'elle est capable d'affronter une tempête quand elle vient. Et moi, j'en ai connu une T'en très as grave. connu une? Oui, la période appelée la bulle Internet 2002-2003, Ah oui où Ah oui j'ai perdu 25% de mon chiffre d'affaires sur une année, mais on était 100 personnes. Ouais, Donc, ouais, enfin, quand même, là, 100 personnes. Ouais, le c'est souci énorme. de faire le C'est salaire à la fin du énorme. mois C'est de ça qu'on parle. est un vrai souci. Ouais. Donc on a encaissé le coup un an, j'ai baissé les rémunérations, enfin j'ai proposé à tout le monde, parce qu'on ne peut pas baisser les rémunérations. On peut demander aux salariés s'ils acceptent une baisse de la rémunération. Et j'avais obtenu 97%. 3 personnes avaient D'adhésion. dit non. Ouais. Donc c'est quand même un Un large, score incroyable quand même. une large adhésion. Ouais. Et donc c'était moins 3% sur les salaires on va dire des catégories employées, c'était moins 5% pour les cadres, moins 10% pour les membres du comité de direction, et évidemment moins 15% pour le dirigeant. Et donc j'ai eu une forte adhésion, et l'entreprise est assez vite repartie, même si malheureusement on a dû faire un plan social, séparé de 15 personnes, mais qui avaient tous trouvé du travail avant de quitter l'entreprise. Mais oui, c'est douloureux. Et quand ça arrive, si vous avez gardé des bénéfices dans l'entreprise, vous survivez à ce genre de crise. Si ce n'est pas le cas, vous mourrez. C'est-à-dire que si vous êtes dépendant de vos banquiers pour assurer les fins de mois, Ah, ça, quand c'est- l'entreprise va mal, le disent tous les- bah, il tous se les- passe ce qui toutes se les passe grosses toujours, boîtes, ouais. c'est-à-dire il y a un redressement judiciaire et au pire une liquidation. Donc oui, il faut garder évidemment les bénéfices dans l'entreprise. Peut-être qu'un jour on les retirera, mais en tout cas, une entreprise qui va bien doit absolument avoir Est-ce que dans ce ton... réflexe de sécurité. Dans ta présence auprès des autres dirigeants, parce que tu en as côtoyé beaucoup,
Est-ce que il y avait, toi, tu avais cette volonté justement d'être sur le côté sobre, éthique, enfin, c'était quelque chose que tu portais? C'est pas les bons mots parce que ça n'existait pas, on ne parlait pas comme ça, mais tu avais une forme de discipline, de vision responsable en fait. Oui, bien sûr, mais en même temps, le devoir d'une tolérance de tous ceux qui ne sont pas comme ça. Donc, les dirigeants et les entreprises sont très divers et très diverses. Il faut accepter la collectivité des entrepreneurs, dans laquelle on trouve à peu près les mêmes profils que la catégorie. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est là aussi, dans un syndicat professionnel, de partager des problèmes et d'essayer de les résoudre collectivement, ou de sensibiliser les gouvernements, qui souvent sont quand même à l'origine de beaucoup de décisions qui s'imposent à nous après, ou de la grande administration qui, elle, quand elle n'a plus rien à faire, elle produit les lois et les normes et les textes qui s'imposent à vous. Et donc il faut sensibiliser nos dirigeants sur les réalités de l'entreprise. Un lobbying? Bah oui, forcément que c'est du lobbying. Enfin, du lobbying. Oui, c'est une forme de lobbying que de montrer collectivement des problèmes et de demander à l'État de les résoudre. C'est comme ça que sont nés des ministres chargés de la simplification. La simplification est restée très relative. Mais les ministres sont restés peut-être? Non, parce que ça passe forcément, mais ces simplifications-là ne sont pas faites. Et on voit encore qu'aujourd'hui, je lisais récemment que le bâtiment a demandé solennellement à l'État de ne plus rien créer, à chaque loi créée, de présenter une autre loi supprimée. Parce qu'on empile des textes à un niveau incroyable. Mais toi, dans la formation, tu t'es pris quelques beaux changements ces dernières années Alors, oui, qui vont dans un bon sens aussi. Mais... oui, c'est vrai. Alors la formation professionnelle est financée et elle est mieux financée qu'avant. C'est-à-dire que, pour être clair, le dernier gouvernement a quand même pris le taureau par les cornes. Après, quand même, beaucoup d'inertie. Mais comme tout financement, il y a un petit peu de complexité, il y a des évolutions. Tous les 3 ans, les thèmes finançables changent, donc le vent peut d'un coup tourner. Donc effectivement, ça fait partie de l'aléa de l'entreprise. Donc c'est bien effectivement ce financement, mais en même temps, ça génère un peu d'aléa qu'il faut savoir intégrer à son projet, quoi. Et c'est pour ça que tu ne dépends pas du... Pour ne pas en être 100% dépendant, par exemple. Absolument. Pas une société qui est fondée sur le financement. C'est un point de vue de certains. Voilà. En tout cas, c'est pas le tien. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il y a des aléas et des évolutions. Donc Merwan, d'auto-entrepreneur, quand tu vas choisir ton statut, tu sauras qu'il faut que tu ailles voir Joël, qui pourra t'aider en route. Non, mais moi, c'est pas... Moi, c'est dans ma vision des choses. Mon objectif, en tout cas actuel, c'est de rester en micro-entreprise et ça me va très bien. Il y a quelques textes de loi, mais je suis plutôt peinard là-dessus. C'est quand même assez... il n'y en a pas des masses. Donc, par contre, il faut faire attention à ta retraite. Ouais, complètement. Complètement. Mais ça va, là où... aujourd'hui, j'ai pas eu de problème, donc... tant mieux, hein. Est-ce que tu souhaites faire la synthèse juste avant la synthèse, une question à chaque personne, c'est qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui se pose la question d'entreprendre ou pas, qui nous écoute ou qui nous regarde? Qu'est-ce que vous auriez dire une question à quelqu'un qui se dit j'hésite encore, je sais pas, est-ce que c'est pour moi, c'est pas pour moi? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire en mot de conclusion sur votre expérience de l'entrepreneuriat? Qui veut commencer? Je peux y aller. Moi je dirais cette personne-là réfléchit, regarde s'il y a un business de possible, est-ce qu'il y a de la demande, est-ce que tu as une offre, et puis si c'est le cas, vas-y, tu vas voir, t'en parles autour de toi, tu demandes à des potentielles personnes qui pourraient être tes clients, et tu sondes et tu vois si ça plairait ou pas, et en fonction de ça, soit t'arranges, soit tu te lances, et en fait tu n'abandonnes jamais, quoi. Tu essaies toujours de trouver comment faire, et puis après tu y vas, il n'y a pas de secret, pour entreprendre il faut y aller de toute façon. C'est ça, mon meilleur conseil, ce serait ça. Merci. Oui, je dirais aussi, sonde ton marché, comme on le disait, pas forcément sauter d'une falaise, les yeux fermés, un minimum d'intelligence. Ça s'est arrondi par rapport au début. Oui, mais quoi qu'il arrive, je dirais quand même, après les premiers conseils, je dirais vas-y, fonce, parce qu'il y a souvent des très très belles surprises au bout.
tu vas sûrement apprendre beaucoup sur toi-même, tu vas t'enrichir, tu vas grandir sur un chemin qui va t'amener quelque part où que tu n'aurais pas pensé, tu vas peut-être grandir différemment, tu vas peut-être revenir à une phase de salarié, mais sur le chemin que tu auras parcouru, tu auras tellement appris seul toi-même que ça vaut toutes les expériences. Enfin, je trouve que c'est très très... Et quel que soit l'âge d'ailleurs, jeune ou plus jeune, enfin moins jeune, mais je pense qu'on apprend sur soi-même et sur la société, sur le comportement des uns et des autres. On arrive aussi à détecter les bonnes personnes des mauvaises. Donc il y a pas mal de choses. Donc voilà, une fois le marché connu, je dirais bien de tenter l'expérience avec la prudence que je soulignais tout à l'heure. Mais ouais, c'est très riche, très stimulant surtout. Super. Mais je pense revenir à ça. Pour moi, je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut oser, même si on n'a pas le background commercial. Moi, j'en reviens à ça. C'est pas mon métier, l'entreprise, mais je l'ai appris sur le tard. La seule condition, c'est d'avoir très précisément identifié un besoin. Et ça, je veux dire, on ne peut pas partir, même avec plein de bonnes idées techniques, de réalisation, de vernis qu'on va mettre là-dessus. Si derrière, il n'y a pas clairement une chose, c'est le besoin qu'on a identifié, alors là, je pense que ça va pas aller et on n'aura pas ensuite toute l'énergie qui va se... Il y aura du découragement. Et ça, effectivement... voilà. Mais le message, c'est qu'effectivement, on peut entreprendre sans être formé à l'entreprise en tant que tel. Pour revenir à la question, je pense que ceux qui se posent la question, est-ce que je peux y aller, est-ce que je dois y aller ou pas, ils ont déjà envie d'y aller. Ouais. Il y a une hésitation. Et je pense que les méthodes qui en tout cas prévalaient quand je me suis lancé moi en 1993, que n'importe quel banquier vous réclamait tout de suite, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Donc écrivez-le moi, pas sur une page, décrivez-moi ce que vous voulez faire, expliquez-moi comment vous allez le faire, et chiffrez-moi tous les moyens. Et évidemment, votre première année, votre deuxième année, votre troisième année, votre quatrième année, idéalement, même si c'est surtout les 3 premières, ça s'appelle un business plan, je pense que ça s'appelle toujours comme ça. Donc, poser clairement les idées, mettre le tout dans des tableaux Excel, le soumettre à des personnes de confiance qui vont le critiquer et l'analyser aussi. Et c'est comme ça, je pense, si le retour de 5-6 personnes de confiance sur ce projet est positif, alors là, oui, il faut y aller. S'il y a des remarques à prendre en compte qui sont juste des remarques de forme ou en tout cas peut-être moi j'aurais fait un peu petite comme correction, ça, voilà. Donc il faut apporter sûrement ces corrections-là ou en tenir compte. Si les gens disent moi j'y crois pas ton truc, là il faut peut-être être prudent et attendre et repenser un peu les choses. Mais un bon business plan reste quand même la clé, à mon avis, de lecture d'un projet. Et dans les... Tu m'as pas demandé, hein, mais je te réponds. Mais Dans les modèles d'entrepreneuriat, il y a aussi une notion, je ne sais pas si vous avez entendu parler du principe de l'effectuation. C'est-à-dire qu'au lieu justement de partir avec le business plan, le plan modèle, etc., ce sont des chercheurs qui ont regardé ça, c'est vers les années 2001 que ça a été formalisé. Qui sont toutes ces startups qui ont commencé avec un besoin qui n'existait pas, à bidouiller dans des garages. C'était caricatural, mais c'était vraiment... C'est quoi toutes ces startups américaines émergentes? Et donc le principe de l'effectuation, c'est pas un principe, on pourrait opposer je veux faire une recette, je vais acheter les ingrédients et je vais suivre la recette avec j'ouvre mon frigo et je regarde ce que j'ai dans le frigo. Et il y a aussi peut-être, enfin les uns et les autres, vous l'avez quand même tous dit, c'est qu'à un moment vous vous êtes jeté à l'eau. Ok, tu avais un bon business plan parce qu'il fallait quand même que tu achètes l'entreprise, que tu investisses, tu sais que tu as besoin de moyens, mais ton business plan à toi, ça a été ton temps. Tu t'es dit, il y a un besoin, mais c'est aussi mon temps que je vais y consacrer. Ton envie, ta famille t'a dit, vas-y, tilt. Mais il y a quand même le côté, dans le modèle de l'effectuation, c'est on y va avec ce qu'on a. On a toujours un capital social, on a toujours un capital relationnel, on a toujours un capital intellectuel. Et c'est le patchwork fou. C'est-à-dire qu'on est capable d'agréger des choses où là, les gens vont pas comprendre et peuvent te dire, comme l'a fait Merwan sur un post très rigolo, t'es sûr d'y aller, Merwan? Et c'est ça. Et à un moment, il faut aussi croire en son modèle, même s'il est un peu bizarroïde, et y aller, et foncer.
surtout quand on est sur un besoin qui est là, tu l'as détecté, mais finalement, tu en aurais parlé autour, on t'aurait dit oui, so what? Et toi, tu avais le truc en plus, quoi. Donc c'est le modèle de l'effectuation par opposition peut-être au business plan, et qui dit, on peut y aller avec ce qu'on a. L'essentiel, c'est d'y aller, et ça, c'est ce que vous avez tous dit. Et croire en soi, je pense que c'est important aussi. C'est bateau, mais en fait, croire en soi et se dire... c'est pas bateau, non. Quand tu vois sur YouTube tous les coachs pour croire en soi... Parce qu'on peut avoir le meilleur business plan, etc. Si on ne croit pas qu'on peut y arriver, on n'y va pas. Donc, c'est ultra important. Être ultra motivé et se dire qu'on peut le faire et qu'on y arrivera, quoi. Petite synthèse. Alors, mon challenge, généralement, je fais un peu plus qu'une minute, mais il faut faire plein de... Alors, qu'est-ce qu'un entrepreneur ou l'entrepreneuriat? Alors, d'abord, ce n'est pas, et c'est pas opposé au salariat. Ça a été plusieurs fois dit. Ça peut être fait en parallèle. Tu en es l'exemple. Et le salariat peut être une très bonne amorce, finalement, pour devenir entrepreneur. Être entrepreneur, c'est d'abord répondre, et ça, vous l'avez dit plusieurs fois, répondre à un besoin, répondre à une opportunité, répondre à un marché. S'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'intérêt à être entrepreneur. Et l'entrepreneur, on l'a notamment posé aux dirigeants, c'est aussi y mettre de soi, de son énergie, de ses idées, de sa valeur et de ses sous aussi. Ce qui, quand on y met de tout ça, on crée quelque part quelque chose qui nous appartient. Et il y a ça crée du sens qui est derrière et qui donne cette énergie nécessaire à dépasser les petites emmerdes régulières du quotidien qui peuvent croître d'ailleurs. Mais ça va permettre d'aller au-delà de tout ça. Et j'avais bien aimé aussi tout à l'heure quand tu disais ces 3 piliers, c'est la confiance dans son modèle, c'est l'audace et c'est les compétences. Il faut cette alliance des 3 pour réussir son projet entrepreneurial. L'entrepreneur, il impulse les actions, il est un peu partout, il réfléchit à tout, il pense en permanence, il déconnecte jamais, mais il reste focus sur les sujets, sur ce qui est important, qui a de la valeur pour son projet, sans oublier de s'ouvrir au monde extérieur. Ça, c'est un point important. S'ouvrir à son environnement pour se remettre en question, se dire ce que je pense, est-ce que c'est toujours valable, trouver de l'aide, trouver des réponses à des questions qu'on se pose pour notamment rompre la solitude ou rompre le doute, face à la falaise ou face à ce qu'on doit prendre comme décision au quotidien. La réponse n'est pas toujours en soi, elle l'est parfois, mais elle est aussi grâce au contact et aux échanges qu'on peut avoir à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai noté d'important? Et j'ai noté aussi qu'il faut être toujours en veille. C'est que le marché évolue, l'environnement évolue, son entreprise évolue. Il faut être toujours à l'écoute, mais en fait on l'est quelque part naturellement sans faire attention, parce qu'on est habité par cette énergie, par ce feu sacré qui nous oblige à toujours être à l'écoute. Et 2 choses importantes, c'est si vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, c'est savoir s'entourer aussi, avoir un entourage qui nous accompagne, qui comprenne ce que c'est qu'être entrepreneur et de ne pas être toujours présent, mais d'avoir ce feu sacré qui peut donner des petits signaux pour dire attention, là il faut relâcher, il faut couper, mais qui soutient dans les moments difficiles et dans les moments de doute. Et puis la dernière phrase, j'ai envie de reprendre ce que tu disais Christelle, c'est en gros ça pourrait être allez-y, vous n'êtes pas à l'abri d'une belle surprise et de beaux apprentissages. Oui, c'est ça. Voilà. Ça fait. C'est chouette, hein? C'est Vous avez produit tout ça? Dis donc. Je le savais. Merci. Ah, merci mille merci fois. Merci beaucoup. C'est pas un exercice facile. Merci à vous pour l'invitation. C'était statique. C'est très cool. C'est tellement vaste l'entrepreneuriat qu'on pourrait faire des séquences comme ça dans chaque thématique. Soit des phases, ou soit des thématiques. Des thèmes. Ah oui. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses avec le MEDEF, qu'il vous fasse des capsules comme ça, l'entrepreneur qui parle, qui témoigne. Et toi aujourd'hui,